propose une chose, c'est que les gens sont en train de finir de se connecter tranquillement et du coup, on va pouvoir attaquer notre petit webinaire ce soir. Donc, Très on bien. a prévu de parler du digital à 360 degrés. Non pas 90, non pas 120, non pas 170, mais Mais 360. 360 degrés. Exactement. Alors en fait, l'idée c'est quoi? C'est en fait à la suite d'une discussion un petit peu avec Astem, on s'est dit bon voilà, il y a un moment où il faut faire un petit peu un panorama de ce qui se fait dans le numérique. Donc c'est ce qu'on va essayer de s'efforcer de faire pour vous ce soir. C'est de vous donner une vue justement, un joli panoramique de ce qui peut se faire dans le dentaire. Donc, du coup, vous avez, pour votre plus grand plaisir, ma présence et surtout celle de notre ami Samuel Maurice, qui est encore au travail en direct du labo. C'est ça, je ne me trompe pas, hein? De la cuisine du laboratoire. Eh ben, ça, c'est bien. Donc, du coup, Sam, toi, je présente hein, pour ceux qui du coup, Très bien. te connaîtraient pas. Donc, toi, tu es prothésiste, c'est ça, C'est à ça. Guingamp, enfin à C'est Ploumagoire, ça. pour être C'est ça. précis. Donc, je suis prothésiste dentaire au laboratoire Arwen Prothèse Dentaire et je suis responsable de toute la partie numérique, donc conception et fabrication CFAO. Ensuite, dans le laboratoire, il est divisé en plusieurs secteurs, donc une partie conjointe, adjointe et une grosse partie manuelle. Mais aussi, moi, je suis vraiment en charge de toute la partie 3D. D'accord. Est-ce que tu peux parler un peu moins vite, Sam? Parce que même moi, j'ai du mal à te comprendre. Merci, moi, Sam. Eh bien, Donc, ça, je comprends. Donc parfait. voilà, Et je puis te alors, répète, donc, pour ceux qui n'ont pas entendu. Donc moi, je suis en charge de toute la partie numérique au sein du laboratoire, donc tout ce qui est développement, conception et surtout fabrication. Donc je suis en charge de chapeauter un peu mon équipe de fabrication, de design. Et derrière, on a d'autres personnes qui sont vraiment en prothèse conventionnelle pour tout ce qui est stratification et adjointe et esthétique. Donc nous, ce qui est ok. intéressant, c'est qu'on vient lier vraiment le numérique, la technologie avec le travail manuel. Et c'est ça qui est intéressant. Comme dirait notre ami Julien Montenero, c'est digital by hand. C'est ça. C'est ça. Digital à la main quand 50% même. numérique, 50% numérique, 50% à la main. Perfect. Bon, et puis alors moi, pour me présenter, ben, moi je suis le docteur Thibaut Casas, donc je suis chirurgien dentiste dans cette très jolie bourgade qui est Orvaux, qui jouxte cette très belle ville de Nantes en Loire-Atlantique. Et je pense que la plupart d'entre vous ont déjà eu l'occasion de me voir sur des webinaires lors de ce premier confinement qui a été fortement épatant. Donc, du coup, revenons à nos moutons, mon petit Sam. Donc, Allons-y. it's all about data. Effectivement, le digital, en fait, aujourd'hui, c'est la guerre de la data. C'est-à-dire qu'en fait, on va collecter des données de nos patients, des données en fait en 2 dimensions, des données en 3 dimensions, des données en 4e dimension, on va le voir avec le mouvement, des scans faciaux, des cone-beams, des empreintes intraorales. Et en fait, l'objectif de tout ça, c'est de mettre tout ça dans un mixeur, enfin plutôt dans un système de calque, on va Serveur. dire. Un serveur aussi, bien sûr, pour les stocker, mais disons qu'en fait, pour les assembler entre elles, je voulais plutôt dire, de manière à arriver en fait à la création d'un avatar de notre patient. De manière à ce que aussi bien nous, chirurgiens dentistes, que toi, Samuel, prothésiste dentaire, eh ben, on puisse travailler sur le cas avec en fait les différentes couches de tout ça. Donc là, c'est ce que je vous ai mis en fait sur cet écran-là. Globalement, voilà, c'est un patient chez qui on a fait un face scan, chez qui on a fait des scans intraoraux, chez qui on a fait ensuite c'est toi qui me l'avais fait d'ailleurs, ça, un mock-up. On avait fait un cone-beam aussi. Tout ça est matché en fait dans le même référentiel spatial. Et ça, en fait, là, pour le moment, on s'arrête à de la 3D. Et vous allez voir qu'en fait, aujourd'hui, on vient introduire une dimension supplémentaire qui est le mouvement, en fait, la 4e dimension. Tu as remarqué cet élégant clin d'œil quand même à Avatar qui était non négligeable. James Cameron, qui nous revient. Exactement. Et donc, du coup, on en revient en fait à la classique chaîne numérique que j'ai spécialement pour cette conférence redesignée, puisque la slide, vu que je l'avais, je pense, présentée environ une vingtaine de fois, et il a été le temps quand même de changer un petit peu le graphisme, même si le contenu est le même. On a toujours ces 3 strates. La première étape qui est l'étape d'acquisition, justement la collecte de toutes ces données, des data. Donc, c'est le cone-beam, c'est éventuellement le scan de laboratoire, là, je vous l'ai mis en bas. Je ne sais pas, Sam, si on voit ma souris bouger quand je fais ça. Oui, on voit le face scan On voit. zirconium. Ah, voilà. Il y a aussi, par exemple, donc un scanner facial un peu plus
costaud, on va dire que les petits scans faciaux qu'on peut voir avec les applications Belus qu'on retrouve sur les iPads et les iPhones. Vous avez aussi des scans de type Artec et compagnie qui sont des scans manuels qui vraiment ont des niveaux de détail et de texturisation qui sont très largement supérieurs. On verra tout à l'heure des utilisations et notamment ce que peut en faire notre ami Julien Monténero, épithésiste bien connu. Vous avez donc bien sûr la caméra de prise empreinte optique, la Trios. Pour faire la 2D, un bon réflexe avec un bon 100 mm macro, ça fait bien le job. Et puis, on a cette quatrième dimension, le mouvement, en fait, avec un outil, moi, qui, mon sens, est mon outil de prédilection, c'est le Mojo. Alors, on en parlera aussi. La Trios, elle est capable aussi de faire un petit peu de Joe Motion, bien sûr. Mais c'est du Joe Motion plus sectoriel, un petit peu plus simple. La seconde étape, qui est l'étape du design, donc là, clairement, on l'a splitté en deux parties. C'est globalement le traitement de toutes ces données. Donc, le traitement de ces données, en fait, c'est l'assemblage en fait en calque, comme je l'ai montré là, puis ensuite le design, le travail dessus. Il y a deux parties. Donc là, sur la gauche, on a tout ce qui est la partie un peu studio et tout ça. C'est la partie en fait qui est plus réservée au chairside, en fait, au travail au sein du cabinet. Et puis de l'autre côté, on a la partie Dental System, Modelier, Exocad et tout ça, qui sont des logiciels plutôt orientés labo. Ça, c'est ton pain quotidien, je dirais. C'est mon pain quotidien, c'est ça. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir piocher un peu de. Donc, tout est ouvert, ça qui est génial, c'est que maintenant, le numérique, il n'y a aucune frontière, aucune limite. On peut rentrer et sortir dans tous les logiciels et il n'y a plus rien qui nous freine dans l'échange des données, quoi, dans l'échange data. Exactement. Alors ça, c'est pas vrai chez tous les fabricants. Je fais une petite parenthèse à ce sujet. Et puis donc, en fait, là, une fois qu'on a terminé de travailler, d'assembler ces données, de planifier nos plans de traitement, de fabriquer les restaurations, etc., mais il y a un moment où il faut les produire. Et alors là, il y a deux grandes catégories de systèmes de production. Il y a l'impression 3D d'un côté qui fait un système additif, en fait, où on va venir ajouter de la matière. Et il y a le côté soustractif des choses, c'est l'usinage. Et ça, pareil, Sam, je crois que c'est ton pain quotidien. C'est ça. C'est vraiment deux technologies, je trouve, qui ne sont pas antagonistes, c'est vraiment des technologies qui sont adjacentes. On aura des matériaux, des choses qu'on pourra faire usiner, d'autres imprimer, et c'est vraiment bien de pouvoir faire les deux. Pour l'instant, les matériaux, c'est assez fabuleux de pouvoir jongler entre l'usinage et l'impression. Exactement. Bon, et du coup, on va vous montrer tout ça, bien évidemment. Donc, on va se concentrer déjà sur la première partie de tout ça, donc la partie acquisition, en fait. Et on va partir, en fait, de la 2D pour aller jusqu'à la 4D, puisque, en fait, au final, c'est le but ultime de tout ça. Alors, aujourd'hui, faire des photos, en fait, au cabinet, ça devient quasiment indispensable, je pense, ne serait-ce que pour communiquer déjà avec son labo de prothèse. Je sais pas toi, Sam, si du coup tu reçois beaucoup de photos pour les gens même non équipés de digital. C'est ça. Ouais. On reçoit beaucoup de photos par mail, par SMS, par MMS. C'est vrai que c'est un outil de communication. Même nous, la modélisation 3D, c'est devenu maintenant, dès qu'on a un doute, on doute plus et qu'on peut vraiment communiquer facilement avec le praticien, même avec le patient, sur des projets esthétiques, prothétiques. On envoie des HTML, des prévisualisations 3D, et les praticiens peuvent les manipuler directement au cabinet. Et là, on a vraiment un échange si on voit tous les deux la même chose en même temps. Et là, au niveau de la communication, on gagne vraiment en efficience et on voit la même chose tous les deux. Et il n'y a plus de doute, quoi. C'est vraiment fabuleux comme échange. Exactement. Et alors donc du coup, en fait, photo 2D aussi, ça nous sert à faire des planifications. C'est bien souvent en fait le point de départ en fait, d'un plan de traitement. Ça fait partie de la collecte de données, mais par exemple ici, ça c'est un exemple qui a été traité avec SmileCloud où pour cette patiente, en fait, on avait on a commencé l'étude esthétique en fait comme ça, avec une photo 2D et avec l'intelligence artificielle de ce logiciel-là qui, globalement, en plaçant des points de repère, nous a généré une bibliothèque dedans et un rendu, on va dire, photoréalistique de notre objectif thérapeutique, je serais tenté de dire, et la genèse d'une bibliothèque 3D correspondant à la morphologie, à la forme en fait des dents qu'on souhaite utiliser. Et cette bibliothèque dedans, ces images-là, avant, après, et la bibliothèque dedans, en fait, Sam, moi, ça, je te l'envoie directement, accompagné du reste des données. C'est, on va dire, la première strate de notre réflexion. Là, sur la photo 2D, on a vraiment une morphologie, on a un design dedans qui est converti en 3D, en STL, et c'est ce STL qui va devenir, qu'on va adapter aux préparations, qu'on va adapter à l'empreinte. Et ça se fait vraiment très facilement.
Le challenge, quand même, Sam, il faut être d'accord, c'est la transposition justement de cette 2D vers la Et la 3D. 3D. C'est toujours en fait une petite approximation et c'est encore un petit chaînon qui est pas tout à fait résolu. On est d'accord. C'est vrai qu'il y a sur une photo 2D et 3D, on a toujours un problème de distance et de distorsion et de focale. On n'est pas forcément à la même échelle. Et c'est vrai que ça devient assez technique de mettre chez les deux. On est d'accord. Ce qui nous amène naturellement en fait à la 3D en fait, donc l'empreinte optique. L'empreinte optique, donc on en a déjà parlé pour ceux qui ont suivi les micro-learning. On a fait 3 petites vidéos de micro-learning sur un cas qui a été traité par Clémentine Chaillot avec nous, Sam. C'était lundi, ça a été diffusé. Je ne sais pas si c'est disponible en Oui. replay, mais enfin, oui, c'est Où on disponible en expliquait replay. vraiment step by step. On avait fait 3 vidéos une vidéo sur l'acquisition, la modélisation et la production. Et là, on explique vraiment dans le détail l'acquisition numérique. Exactement. Donc, du coup, on va passer un peu rapidement sur ces slides-là, puisque ce sont les mêmes. Donc, c'est toujours sympa de voir un petit peu l'historique de l'empreinte optique et de se dire qu'en fait, même si on en parle beaucoup en fait aujourd'hui, parce que ça se démocratise, c'est plus simple, c'est plus reproductible, c'est plus accessible, c'est plus un peu tout, plein de choses. C'est quand même quelque chose qui est assez ancien. Et dont les premières démonstrations en fait publiques remontent quand même à l'année de ma naissance. Et je l'avais déjà dit lundi, de toute façon, c'était une semaine avant que je naisse, hein, puisque c'était, si je ne m'abuse, le 22 septembre 83, dans des entretiens de garancière, que François Duret a fait la première démonstration de ça. Et c'est toujours assez marrant de voir l'interface graphique, le maillage, le mesh, en fait, qu'on pouvait avoir à l'époque. C'est ça, la triangulation. C'était quand même... c'est bluffant, franchement, pour te rendre compte, ça a 37 ans, ça. C'est génial. C'est ça. Pour l'époque, ça devait être impressionnant pour l'époque. Pour l'époque, c'était impressionnant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur des rendus qui sont comme ça. Alors ça, c'est un mappage de texture. C'est une empreinte optique qui a été faite avec une Trio. C'est un mappage de texture qui est appliqué sur le mesh, en fait, sur le maillage. Donc, le maillage tridimensionnel. Après, c'est comme si on appliquait une photo. C'est comme si la photo, c'était un voile qu'on appliquait sur l'objet 3D pour avoir cette couleur, cette texture. Exact. Donc là, d'un côté, on a l'empreinte sectorielle, qui est, on va dire, le gold standard aujourd'hui. On sait qu'une empreinte sectorielle, c'est supérieur à une empreinte surfacique. On sait que quasiment toutes les caméras, en fait, sont capables, sur du sectoriel, en fait, d'avoir quelque chose de reproductible et de précis. Tu confirmes? Je confirme, ouais. C'est vrai que ça a changé complètement la façon de gérer les cas et de travailler au quotidien. Mais par contre, sur de l'arcade complète, on a encore des disparités entre les systèmes. Tout le monde ne se vaut pas. Et bon, voilà, il y a eu pas mal d'études de fait dessus. Et comme toujours, de toute façon, en fait, la science a du retard par rapport aux avancées technologiques. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ça, c'est une étude qu'on avait fait ensemble d'ailleurs, Sam, sur Il y a les presque 1 différentes an ou 2 caméras. ans. Il y a 2 ans, Quoi, tu vois, il y a quasiment 2 deux ans. ans, 2 ans, parce qu'on avait 2 ans. commencé en décembre, tu vois, donc on y est presque. Et en fait, tout ça, c'est déjà faux, parce que vous allez voir après, en fait, dans les slides que l'on montre, globalement, ce sont des algorithmes qui travaillent, en fait, cette capture le capteur de la caméra prend des images, et les algorithmes les assemblent entre elles. Ils se trompent un peu, mais au fur et à mesure, les ingénieurs, ils arrivent à corriger ces erreurs. Et du coup, ça se trompe de moins en moins, en fait. Et au final, du coup, il y a un nivellement de la précision et de la reproductibilité des différentes caméras. Donc, en fait, ce que je vous montre là, en fait, ça date de 2019, mais c'est complètement faux aujourd'hui. Par exemple, fin 2019, donc déjà après, on a là un boulot qui a été fait par un de nos amis américains de Caroline du Sud, qui est Wally Ray, qui, pareil, lui, a fait une étude à peu près similaire. Il avait introduit une caméra qui n'était pas sortie quand nous, on l'avait fait, qui était la Trios 4. Et en fait, pareil, là, il tient compte même des versions logicielles. Et en fait, on se rend compte que d'une version à l'autre, ça change. Ce que je vous montre là, c'est faux encore, de toute façon. Donc, le matériel ne joue pas, mais il est propulsé par le logiciel qui peut complètement modifier ce tableau d'une mise à jour à l'autre. Et ça qui est impressionnant, c'est qu'une caméra qui sort, on va dire, début d'année, en fin d'année, n'est plus la même caméra, parce que le logiciel aura évolué et les calculs d'algorithmes ont changé, cette caméra sera plus performante. Donc ça, c'est vraiment impressionnant, c'est l'évolution. Le matériel qu'on achète à un moment donné ne sera plus le même dans 6 mois, 1 an. Ça, c'est vraiment impressionnant, c'est cette évolution. Exactement.
Exactement, et on le voit par exemple chez certaines boîtes comme Medit, qui du coup, c'est vrai, ont une puissance de développement ces derniers temps qui sont incroyables. C'est vrai qu'ils partent de loin, mais du coup, ils arrivent vite quand même. Voilà. Après, voilà, ça mériterait d'être analysé. Bon, on en refera une autre, de toute façon. C'est prévu pour le début de l'année prochaine, mais une étude de ce type-là. Mais c'est sûr que les résultats seront complètement différents de tout ça. Mais encore une fois, je pense qu'entre le moment où on fera les essais et le moment où ce sera publié, bah, il y aura Il y aura déjà une eu des différence. évolutions. C'est clair. Alors, pour rappel, à gauche, vous avez le fonctionnement d'un scanner intraoral, l'IOS, et de l'autre côté, c'est le fonctionnement d'un scanner de laboratoire. C'est important de comprendre comment fonctionne une caméra de prise d'empreinte optique parce que on peut maîtriser en fait la distorsion de ça. Une caméra de prise d'empreinte optique, ça prend de nombreuses images comme ça qui sont assemblées, comme je disais tout à l'heure, grâce à un algorithme. Et donc en fait, on peut se tromper en fait et orienter la caméra vers encore plus d'erreurs si on utilise un chemin de scannage qui n'est pas adéquat. A contrario, un scan de labo, lui, il a une grande focale, il a une grande image. Une focale fixe, une focale qui est fixe. Avec une focale qui est fixe en plus, exactement, et du coup, il a moins d'images à assembler, donc il y a moins d'erreurs. C'est pour ça que c'est le gold standard en termes de distorsion. Et c'est pourquoi le chemin de scannage en fait, à utiliser avec une caméra de prise d'empreinte optique, il est hyper important. Elles n'ont pas toutes le même besoin de chemin de scannage, et c'est important, je pense, quand on s'équipe, de vraiment bien se renseigner pour savoir quelle est la meilleure façon d'utiliser sa caméra. Et encore plus sur les arcades complètes. Complète. Celle-là, on l'aime bien, Sam. C'est l'échelle des tailles. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire que tout à l'heure, on voyait qu'on était sur des caméras qui se battent. Aujourd'hui, on est plutôt entre 25 et 35 microns, on va dire, de bataille. N'oublions pas qu'une bactérie, c'est 1 à 20 microns, une cellule 1 à 100 microns. Et quand le labo reçoit votre empreinte, le premier truc qui est fait dans le logiciel, c'est d'ajouter un spacer, L'espacement. un espacement. Et cet espacement, il fait 100 microns. Donc, c'est sûr que sur une restauration d'une pièce prothétique comme un mannelet, comme une couronne, comme quelque chose comme ça va avoir peu d'impact. Par contre, c'est vrai que sur des reconstructions implantaires, là, oui, il va y avoir un impact parce qu'il y a très peu de tolérance. C'est ça. C'est-à-dire que le petit espacement qu'on aura, on va perdre en passivité. C'est ça. On va décaler légèrement de quelques microns la position des implants et là, on peut créer de la problème de passivité. Donc du coup, voilà, donc ce qu'on dit, dans la majorité des cas, bah ouais, la guerre des microns, en fait, ça n'a plus vraiment lieu d'être parce qu'on sait qu'on a des caméras qui vont petit à petit arriver à se lisser parce que voilà, de toute façon, c'est inéluctable. Mais par contre, il y a quand même des choses qui changent, qui sont encore, on va dire, discriminantes et qui ont un impact, je pense, sur le choix en fait du matériel. Et c'est l'ergonomie en fait, l'ergonomie et de la caméra et l'ergonomie du soft qui va derrière. Parce qu'on peut avoir une très bonne caméra, mais qui du coup peut être grosse, lourde, encombrante, pas pratique dans des espaces réduits, et un logiciel qui est un peu lourdingue et compliqué. Et à Fastidieux, ouais. contrario, on peut avoir des alors, je dis pas que c'est pas puissant pour autant. C'est-à-dire qu'une caméra grosse, lourde avec un logiciel fastidieux peut vraiment donner d'excellents résultats aussi, mais avec un effort et une courbe d'apprentissage qui peut être supérieure à une autre caméra qui peut être, par exemple, sans fil avec un logiciel qui est plus simpliste et qui, du coup, a une intelligence artificielle aussi qui est peut-être plus intelligente, je dirais, qui du coup en fait va plus aller dans le sens de l'aide plus que de mettre des bâtons dans les roues au final. Donc ça c'est important. Je pense qu'aussi l'intégration de ce flux numérique dans un environnement de travail, il est important aussi parce que ben voilà, on peut avoir besoin par exemple de faire autre chose que strictement de l'empreinte optique. On peut avoir besoin de faire du smile design, on peut avoir besoin de fabriquer des aligners, on peut avoir besoin de faire des études ortho, on peut avoir besoin de planifier des implants, de concevoir des petits inlays, des choses comme ça. Et c'est vrai que si tout est intégré et qu'on... Oui, dis-moi. Pas juste un porte-empreinte. Voilà, c'est pas juste un porte-empreinte virtuel, c'est vraiment un flux de données. C'est pas juste là pour prendre des empreintes. Soit on peut prendre juste des empreintes et envoyer à un laboratoire, ou soit on va aller plus loin dans l'analyse, la production et la réflexion en interne. Et ça qui est intéressant, c'est savoir ce qu'on veut faire avec. Soit en faire juste des empreintes, on peut le faire, ou soit on va aller plus loin sur l'analyse, sur la chirurgie D. Et là, les softwares nous ouvrent ces portes. Exactement. Et donc, du coup, voilà, donc, bah, tu as répondu à la suite. L'ouverture du flux, elle est aussi importante. Je pense qu'il faut qu'à chaque strate de tout ça, en fait, de cette chaîne digitale, bah, on puisse entrer-sortir en fait, les données, de manière à ce que ce soit complètement fluide et simple à utiliser. Alors, l'empreinte optique,
en tant que tel, moi, je l'utilise aussi beaucoup comme un outil de communication. Alors, moi, souvent, j'utilise, pour être totalement transparent, assez peu la détection de caries. J'utilise beaucoup les vues 3D, par contre, pour expliquer les choses aux patients, parce que les patients ont souvent du mal à s'imaginer comment ça fonctionne dans leur bouche. Et je trouve qu'en le montrant en 3D, en fait, on est beaucoup plus pertinent. Il y a des logiciels aussi. Là, c'est l'exemple du patient monitoring de chez Trios, mais j'ai vu que chez Medit, il y a un système qui est équivalent aussi. Qui viennent de sortir. Globalement, en fait, c'est un système de comparaison de scans. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, par exemple, ici, là, sur ce cas-là, c'est un cas que j'avais déjà montré, mais c'est un suivi en fait de traitement par aligneur où la patiente avait le sentiment en fait qu'il se passait rien. Donc du coup, voilà, on a pu la scanner à différents moments en fait et lui montrer, lui dire, bah si, voilà, en fait, il se passe quand même quelque chose. Et on a pu superposer des coupes et regarder en fait et voir que le mouvement se faisait effectivement dans le sens escompté. Et puis je disais, donc bah, les caméras ne valent pas toutes en fait en termes de distorsion sur les arcades complètes et a fortiori encore plus sur les reconstructions complètes sur un plan. Là, bah, voilà, c'est un cas d'un All-on-4 au bas qu'on a fait ensemble. Ça, Sam, ce qui est intéressant, c'est que tu vois que tu as vraiment mis de la dig photo pour aider la caméra à faire l'acquisition parce que la caméra, elle n'aime pas trop filmer quand c'est plat. Et le fait de recréer un volume, ça aide l'algorithme à superposer les images entre elles, donc limiter la distorsion. Exactement. Et il y a des praticiens comme Francesco Miltrone qui n'hésitent carrément pas, eux, à mettre des points de repère fixes, type vis d'ostéosynthèse, sur des reconstructions comme ça. Et il les laisse le temps de la réhabilitation parce que c'est le point de repère fixe osseux qu'on va pouvoir retrouver systématiquement. Donc ouais, alors pour ce cas, bah voilà, on avait fait en full numérique tout ça. Pareil, en bas, gencive libre, les pauvres endroits où on avait un peu de gencive attachée, on avait collé de la dig photo de manière à avoir des points de repère fixes et pas se retrouver embêté en fait par ces mouvements en fait de muqueuse. Alors là, la barre, elle est posée, elle est usinée, elle est juste posée sur des analogues sur un modèle imprimé. C'était pour la photo, bien évidemment. Mais par contre, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de regarder en bouche en fait ce qui se passe. En haut, vous avez la partie la radio panneau, et puis ensuite ce sont les rétros que je vous ai mis, Là, on a une sur le bonne bas. passivité. Il y a une belle passivité. Après, encore une fois, attention à la résolution d'un capteur radio. Je ne sais plus de combien c'est exactement, mais c'est quand même quelques microns. Et j'en avais discuté avec une nana de chez Pantera qui me disait que, en fait, eux, avec leurs analyses, etc., ils n'avaient jamais réussi à montrer une passivité aussi parfaite, tu vois, que ce qu'on pouvait avoir une empreinte au plâtre, qui considérait que c'était des passivités acceptables. Alors, tu vois, après, entre parfait et acceptable, je sais pas. Moi, en tout cas, je sais pas le discriminer à la radio. Et le truc que je peux te dire, c'est que j'ai quand même fait aussi un certain nombre d'empreintes traditionnelles et j'ai eu des passivités qui étaient moins bonnes que ce qu'on arrive à obtenir aujourd'hui ensemble. Maintenant, Sam, je ne me contredis pas, je pense là-dessus. Il y a eu des cas où ça n'a pas fonctionné au début. On a eu une courbe d'apprentissage tous les deux pour réussir à bien fonctionner Il y a sur de la ce genre de cas. distorsion. La distorsion, c'est quelque chose d'horrible parce qu'on ne peut pas la voir. On a une empreinte qui paraît juste, mais elle est fausse, elle n'est pas stable dimensionnellement. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Il y a certains cas où on arrive à tricher sur la distorsion, on arrive à la voir et en coupant les images, on arrive à l'enlever. La distorsion, c'est un peu le poison, c'est qu'on ne peut pas la voir. C'est compliqué à juger la distorsion. Exactement. Et Et le alors problème de aujourd'hui, du l'empreinte coup, physique, ouais, oui, juste sur un mot sur l'empreinte physique, ça reste le gold standard, mais c'est pareil. On peut dire si par exemple le plâtre n'est pas coulé avec le bon ratio d'eau, avec le bon ratio ah de oui, plâtre et d'eau, on peut créer des expansions qui sont différentes. Donc, on peut toujours avoir des problèmes d'expansion avec le plâtre aussi. toutes les techniques, je pense, ont leur limite. Un truc qui paraît assez prometteur, mais que je n'ai pas testé encore, c'est le pic dental. Le pic dental, c'est en fait Mm. comme des petits drapeaux en fait, qui sont repérés par une caméra externe, un peu comme un Mojo, en fait, une caméra externe. Et en quelques clichés, quelques secondes, en fait, on va enregistrer la position immédiatement des 4 ou des 6 implants en bouche. Et tout ça vient se remétier sur une empreinte optique de la muqueuse, pour le coup. Mais Mm. par contre, la position serait meilleure sur ce genre de choses. Moi, j'ai pas essayé ça. Je n'ai pas le recul de ça. Alors ensuite, tout à l'heure, je parlais d'intelligence artificielle. Oui, de plus en plus de caméras ont des algorithmes d'intelligence artificielle qui permet notamment d'enlever le doigt qui passe, le miroir qui passe, la langue, le bout de joue, La des trucs joue. comme ça.
Mais certaines, en fait, intelligences artificielles sont plus artificielles qu'intelligentes, malheureusement. Et on se retrouve, par exemple, sur des cas comme ça où on aurait souhaité numériser parfaitement un crochet, bah, avoir le crochet qui disparaît parce que la caméra voit ça comme un reflet qui brille et puis elle le dégage systématiquement. Pareil, sur les copies de prothèses complètes comme ça, toutes les caméras n'arrivent pas en fait correctement à venir enregistrer, se retrouver en fait entre l'intrado, l'extrado, etc. Et on se retrouve avec des superpositions, des plicatures de Mm. choses et des déformations. Donc ça, c'est Ça se des voit, ça choses fait des pareilles. plis dans les images. Les images ne se superposent en lieu de se fusionner. Voilà. Donc du coup, voilà, toutes ces petites choses-là font que globalement, même si on a une grande similitude en fait de résultats sur des secteurs assez courts et sur la majorité des cas possibles traitables en fait avec l'empreinte optique, quand on commence à taper un petit peu dans les coins et dans les choses un peu plus particulières, comme c'est duplication de prothèse, comme c'est Holon quelque chose sur un plan, comme c'est scan de crochet pour faire des trucs, des prothèses ajustées en dessous, des choses comme ça, eh bien, certaines caméras vont se démarquer d'autres, en fait, et voilà, permettre d'être un petit peu plus pertinentes sur certaines choses. Alors après, c'est vrai qu'elles n'ont pas toutes les mêmes budgets non plus. Enfin, je pense que c'est une équation qui n'est pas simple hein, aujourd'hui. Dire quelle est la caméra qu'il me faut aujourd'hui, c'est pas forcément simple à voir. Je pense qu'il faut vraiment bien dresser la carte des besoins, discuter avec le labo avec lequel on travaille pour pouvoir en fait choisir quelque chose qui soit pertinent pour l'activité actuelle, mais aussi l'activité future qui est envisagée avec ça. D'accord, Sam? Tout à fait. C'est vrai que tous les laboratoires n'ont pas. Nous, on a la chance au laboratoire d'être équipés de tous les systèmes pour recevoir tout type d'empreintes, mais c'est vrai que c'est un coût et tous les laboratoires ne peuvent pas avoir tous les logiciels. Tu reçois combien d'empreintes C'est, journalières c'est, ou mensuelles? C'est variable, mais tu as une grosse moyenne, tu as une idée un peu, non? ouais, entre 70, 90 et on peut pousser à 100 les grosses journées. Donc, tout système Mhm. confondu. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment Ouais. maintenant spécialisé dans l'empreinte numérique. Et on reçoit, on peut dire, 70% de notre production est en numérique et 30% avec empreinte physique. D'accord. Et c'est une tendance qui va en diminuant? Ah, donc là, ça s'accélère de plus en plus. Enfin, en diminuant, c'est-à-dire de moins en moins de physique, c'est Oui, ça que je veux de dire. moins en moins de physique, de moins en moins de physique et Ok. de plus en plus d'empreintes numériques. Donc, c'est quand même confort et c'est vrai que c'est agréable de travailler en numérique. Il n'y a plus de plaques, plus d'étapes polluantes, plus de tirage, plus de problèmes d'occlusion. C'est vrai que ça a complètement nous changé notre façon de travailler. Tu es d'accord, toi Ok. qui as vécu t'as Ah qu'à travailler ben dans. oui, 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 mais ça, j'en avais déjà parlé dans le petit topo qu'on avait fait sur l'efficience. Et effectivement, c'est surtout le gain de temps, en fait, moi, précision, reproductibilité, gain de temps. Hein, voilà, clairement, Maintenant, ça crée une dépendance au numérique, par contre. ouais, et c'est quelque chose d'important, justement, cette dépendance au numérique. Tu fais bien d'en parler parce que, au final, quand on commence à avoir tous les systèmes, on va continuer d'avancer là sur les systèmes d'acquisition et tout ça, mais plus on a de technologie en fait dans nos cabinets, il faut bien imaginer que l'alginate et le porte-empreinte, même si l'assistante qui habituellement mélange l'alginate, eh bien, elle tombe malade, bon, on est quand même capable de mélanger et de faire un porte-empreinte. Hein. Mais les caméras, les logiciels et les machins sont soumis aux aléas informatiques de toute façon, quoi qu'il arrive, même s'il y a peu de problèmes. Enfin, après, sur les systèmes que moi je connais, il y a peu de problèmes. Le jour où il y en a un, tu as envie d'avoir un système, un SAV, en fait, si tu veux, un support Mm, qui mm, soit mm. au taquet, quoi, qui puisse tout de Ah, je suite sais te ce que tu veux dire. dépatouiller du problème, quoi, parce que voilà. Et clairement, c'est vrai que pour en revenir à Astem qui nous a invités ce soir à parler dans cet auditorium virtuel pour cette Dental Week, moi, je leur tire mon chapeau quand même parce que il y a une réactivité en fait qui est assez bluffante quand même. Quand il y a un problème, c'est dans quelques minutes que la connexion au TeamViewer se fait pour le résoudre et c'est quand même chouette. Mm, mm, mm. Voilà, Tant mieux. cette petite Parce que parenthèse. nous, c'est pareil. Nous, laboratoires, dès qu'il y a une machine qui ne tourne pas ou quoi que ce soit, ça décale toute notre prod. Et c'est un Bah, constat, on est tellement dépendant que le SAV, c'est très, très important. Et ça crée cette dépendance. Et quand ça ne marche plus, on est dans un état de panique. C'est un état de panique, quoi. On ne peut plus produire. Donc, c'est compliqué. Pour nous comme pour toi au cabinet. ah bah ouais, ouais, on est dépendant, clairement.
Et le pire, tu sais, c'est quoi? On est dépendant de Windows. Et ça, je déteste parce que la plupart du temps, quand il y a un problème, je vais te dire, c'est C'est Windows. une mise à jour de Windows. Mm, Et mm, mm. tu t'arrives le matin, tu sais, ça te marque votre ordinateur a été mis à jour. Et là, tu fais, merde, mais j'ai rien Oh demandé, non. moi. Et je pense que les gens de chez Astem savent quand il y a une mise à jour Windows parce que je pense que le taux d'appel doit être énorme le jour des mises à jour Windows. Ouais, bah, oui, de toute façon, oui, ça c'est clair. Bon, alors, revenons-en à nos moutons, mon petit Samuel. On s'égare, là, quand même. Donc, on est toujours dans cette Un première petit peu. partie de la collecte de data, parce qu'en fait, donc, on a parlé de la photo L'acquisition. en 2 dimensions, des travaux qu'on peut faire dessus, et de la communication avec. On a parlé de la 3D, 3D intraorale avec donc le scanner, les caméras optiques. Et puis, on va parler maintenant du CodeBeam. CodeBeam, c'est un outil qui est aussi aujourd'hui de plus en plus utilisé comme outil diagnostic et de communication. Moi, j'utilise donc bien évidemment pour mon diagnostic quotidien, ça c'est évident, mais aussi en termes de communication, parce que je trouve qu'aujourd'hui, en fait, on a des images qui sont tellement belles que les patients, en fait, comprennent vachement et adhèrent Mm. beaucoup plus simplement, en fait, à C'est leur vrai. plan de traitement quand on leur Pa- montre. pa- Par exemple, nous, au laboratoire, c'est des choses qu'on n'est pas souvent amené à voir des Colby. Dans le labo, on en voit très peu. Et c'est vrai, quand tu as commencé à voir le X1 et qu'on a vu ensemble les coupes, même moi qui n'ai pas l'habitude de voir des plans 3D, et ben, on comprend facilement grâce à ce niveau de finition et de texture. Ouais, c'est ça. Bah là, tu vois, j'ai mis une petite rétro-alvéolaire, en fait, pour comparer en fait la qualité d'image d'une rétro et de ce qu'on sort sur un code BIM. Mm. C'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à des niveaux, c'est quand même assez bluffant. Et voilà, donc ça par exemple, typiquement, hein, pour expliquer aux patients, bon bah là, on a comme qu'il y a un petit souci, ça a un peu rongé votre corticale osseuse. Bon voilà, outil de communication qui est quand même intéressant. Mais pas que, parce qu'en fait, outil de planification aussi, bien évidemment, à condition d'avoir la suite logicielle qui va bien derrière sur des cas complexes, mais sur des cas aussi hyper simples du quotidien où en fait, très simplement, on va pouvoir faire la planif et pourquoi pas générer le guide chirurgical et le rapport chirurgical C'est vrai, moi, qui je vois va dans mon avec. activité, je vois dans mon activité l'impression de guide chirurgical, ça a pris un essor, c'est énorme. Avant, on en imprimait 5 par semaine, maintenant, c'est 10 par jour. Donc, ça a pris un essor et ça s'est vraiment démocratisé. Et c'est vrai que c'est maintenant grâce au flux numérique avec les logiciels de Medshell, Coinbeam et l'empreinte 3D, c'est devenu très simple et les gens systématisent la chirurgie guidée. Ben, c'est ça, ouais, parce qu'il y a toujours un moment où on va quand même regarder l'implant qu'on va mettre à notre patient. Donc, de toute façon, la planif, il faut la faire. Et c'est vrai que si derrière, en fait, pour fabriquer le guide chirurgical, il y a juste à appuyer sur un bouton pour que tu puisses Mm. le produire toi ou que la personne le produise en Ou faire interne, en hein, après au interne. choix. Mais c'est vrai que voilà, il y a eu une époque où c'était quand même relativement fastidieux et il Mm. fallait quand même. Bon, C'était maintenant, assez élitiste, ça coûtait très cher, c'était des systèmes fermés. Maintenant, ça s'est démocratisé avec tous les logiciels qu'on connaît. Ça s'est vraiment démocratisé et tant mieux, c'est intéressant. Parce que maintenant, c'est plutôt des chirurgies qui sont aussi prothétiquement guidées. C'est-à-dire que c'est intéressant toujours de faire des wax-up, de planifier une prothèse et pouvoir planifier un implant. C'est évite de se retrouver avec un implant entre deux dents et avoir quelque chose d'un peu disgracieux au niveau des profils d'émergence. ouais. Et puis pour la pérennité du traitement aussi, bien sûr, parce que de Mm. toute façon, un implant qui est posé là où il faut pas, à la fin, ça torche, on le sait bien. Et oui, c'est tout. Alors, le CodeMIM, en fait, c'est aussi un outil d'acquisition. Et ouais, en fait, c'est capable de scanner de la résine. Ça, c'est un exemple en fait d'un complet qu'on avait scanné ensemble, Sam. L'idée, c'était d'utiliser le CodeBeam comme scanner parce qu'on sait qu'on a une résolution de 80-100 microns, donc en fait, ce qui est largement suffisant pour ça. Et ça, c'est la reconstruction 3D en fait du complet que j'avais scanné. Alors, on avait fait le haut et le bas de ce cas-là, et je t'avais envoyé les fichiers STL reconstruits. Mm. Et toi, tu t'étais amusé à faire Faire un copie denture. un copie denture, Un où copie du denture, coup, c'est tu ça. avais. Donc, ça, c'est ton C'est-à-dire qu'on logiciel de labo, tu cliques sur les c'est ça, dents, c'est ça? c'est Tu as ça. On juste à vient les cliquer sur les détourer, dents sur mes STL, et ça c'est les ça, détourne, tu retouches c'est un peu les ça. limites, et à la Ouais, fin, il y a ça un peu fait de ça. travail. Voilà, c'est ça. Ça vient séquencer, en fait, ça vient séparer avec la spline, ça vient séparer les dents et la plaque rose. Et derrière, on peut avoir deux fichiers 3D différents qu'on peut imprimer le rose en rose et les dents usiner, les dents avec du dégradé. Et là, on fait vraiment une copie conforme de la prothèse existante. Donc, un patient qui veut une deuxième prothèse de secours, elle aurait typiquement la même prothèse. Sur cette slide, on voit même pas laquelle est la vraie prothèse et la prothèse dupliquée. Donc ça, c'est assez bluffant quand même. Ouais, On c'est voit même clair. pas laquelle a été dupliquée et laquelle est la vraie. Autre utilisation de ça, hein, c'est-à-dire que on utilise ça aussi, on va le voir après, pour recréer des bases doc de luxe.
C'est-à-dire C'est ça. que dans la mesure où on a splitté les dents, etc., on va pouvoir recréer en fait une sorte de bourrelet Mm. qu'on va remettre sur des bases qu'on va rebaser pour pouvoir Exactement. régénérer. On va revoir ça tout à l'heure Et ensemble. par exemple, un patient peut dupliquer une prothèse en impression 3D pour faire une base d'occlusion. C'est quand même dommage qu'on a une personne qui porte un complet qui est déjà toléré et habitué. On repart de zéro, c'est quand même dommage. C'est-à-dire qu'on met de côté presque 80% du travail. C'est-à-dire que cette prothèse, elle a juste besoin d'être remarginée et recalée à dimension verticale. C'est-à-dire qu'on imprime ce complet existant et on l'optimise. Et ça, on va le montrer tout à l'heure parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et ça, Exact. on en revient tout à l'heure. Alors, Ça sera la surprise. autre chose intéressante aussi, c'est le face scan. On le voit beaucoup. On voit beaucoup des choses métiers avec des caméras Bellus. Alors, Bellus, c'est une petite application qu'on retrouve sur iPhone et iPad qui utilise en fait le capteur. Euh, c'est le capteur TrueDepth de chez Apple C'est qui ça. envoie en fait un nuage de points pour déverrouiller le téléphone en fait pendant que c'est le truc qui remplace le Touch ID qu'on avait avant. Et en fait, l'application Apple permet à certaines applications tierces d'utiliser ce système-là, ainsi que l'appareil photo frontal, en fait, pour pouvoir donc scanner le visage. Donc, on obtient des scans qui sont un peu, on va le dire, quand même grossiers en termes de maillage, de texture, de maillage 3D De 3D. tridimensionnel, Mm, de mm, mm. mesh, quoi. Mais il y a un joli mappage de texture dessus et c'est vrai qu'ils ont optimisé les choses un petit peu pour essayer d'améliorer les scans au niveau des dents et permettre des matchings et des choses comme ça. Moi, je trouve qu'on n'est pas encore au niveau de scans un peu plus poussés comme les scans, les Artec et des choses comme ça, C'est vrai que les quand on utilise la Irconzon Face Bellus, Center. on a essayé de faire des matchings de points, des points de corrélation, et c'est très difficile de les matcher point par point. On est obligé de faire des repositionnements manuels, d'avoir l'objet du visage, essayer de le centrer par rapport à l'empreinte. Ça reste, c'est pas assez précis. En fait, peut le dire, on va le montrer qu'effectivement, il y a quand même un petit décalage entre ce que tu peux obtenir avec un scanner tech, avec les dents réellement bien scanner le visage, etc., et le matching de tout ça, et un scan Bellus avec leur algorithme de repositionnement du maxillaire. On a des distorsions quand même un petit peu. Néanmoins, ça reste un outil qui va quand même donner des informations, et on va le montrer après, euh, qui donne des informations non négligeables. Alors, ça, c'est l'exemple d'une patiente. Voilà, ça c'est un face scan qui a été fait avec le X1 et le code BIM. Alors, forcément, du coup, vu que l'acquisition se fait en même temps, tout est parfaitement matché. Là, il n'y a pas d'erreur. Donc, ça, c'est intéressant parce que ça nous donne un certain nombre de points de repère, en fait, hein. Mais ça peut aussi être utilisé en fait dans des reconstructions un petit peu plus complexes. Et là, je pense à notre ami Julien Montenero et à Julien Guillol aussi, hein, où pour les reconstructions faciales un peu plus compliquées, eh bien, en maxillo, on arrive à faire des choses assez chouettes. Ça, c'est un scan qui a été fait avec le X1. On a une définition de surface qui est pas extraordinaire, qui est un peu comme ce qu'on obtiendrait avec un Bellus, hein. On est loin de la définition d'un Artec. Mais néanmoins, ça donne quand même quelques informations pour pouvoir travailler. Ça, c'est un autre cas que j'avais fait. C'est un cas qui est fait avec le Face Center de chez Zirconza. Alors, petite pensée émue pour Julien et Julien Guillol et Julien Montenero, avec qui on partage la Maxillo Team au CHU de Nantes et qui travaille beaucoup sur tous ces cas-là, tous ensemble, à mettre des implants et des choses comme ça. Vous l'avez déjà vu probablement dans des petites confs qu'on a pu faire. Donc, on termine un petit peu là, Sam, la partie de l'acquisition en 3 dimensions, hein, avec donc le scanner intraoral, avec le face scan et avec le code BIM. Et on arrive sur la partie 4e dimension, c'est l'occlusion C'est le dynamique. mouvement. Alors, le mouvement, en fait, aujourd'hui, on n'a pas 40 millions de solutions globalement, euh, où on a un système interne, comme la Trios. Donc ça, c'est le Patient Specific Motion, qu'on retrouve ici. Patient Specific Motion, en fait, en gros, on va scanner le haut, scanner le bas, prendre l'occlusion du patient, et ensuite laisser la caméra sur le côté en vestibulaire et on va demander au patient de faire des mouvements. Et ces mouvements-là vont être enregistrés par la caméra. Tu reçois beaucoup, ça, des choses comme ça, Sam, ou Ouais, pas? de plus en plus, ouais.
Donc, quand on de plus reçoit en ce genre de plus. mouvement, on est obligé de rester sur un flux 3 chefs. Ce mouvement n'est pas exportable sous Exocad, par exemple. Ça ne génère pas un XML. Ok. Donc ça, moi, je trouve ça intéressant pour un cas comme ça, par exemple, tu vois. Ah, c'est Typiquement, intéressant. là, tu vas avoir une équilibration fonctionnelle, en fait, des petits onlets. Bon. Mm. Et là, j'ai activé la vue coupe pour ce cas-là. C'est vrai que bah voilà, Ça se c'est fait tout toujours mieux seul. qu'une occlusion statique. C'est toujours mieux qu'un articulateur virtuel avec des données lambda qui, du coup, va faire une équilibration, on va dire, avec des données standards et pas Standard, les ouais. données réelles du patient. Donc là, ça a du sens, je trouve, pour ça. Donc Et là, ça se fait sur plutôt ce bien, cas, tu vois. À la modélisation, ça se fait tout seul, c'est-à-dire que ça se fait tout seul, c'est-à-dire qu'on adapte en statique et après en dynamique. donc voilà le cas usiné. Ensuite, voilà, une non maquillée, ça c'était brut d'usinage. Et puis ça marche aussi, bah alors là voilà, c'est pareil, ça c'est un cas qu'on avait essayé sur des dents antérieures pour voir si, s'il y avait besoin de tailler ou pas, ou si on pouvait y aller prépless. Et bah, on voit le tremblotement en fait de la mâchoire. On le voit bien là, hein, ce petit tremblotement en fait, eh bien c'est bah, justement c'est un peu l'inexactitude, c'est la limite en fait de la technologie, c'est-à-dire Mm. qu'elle a du mal à bien se repérer parfaitement dans l'espace, même si les points d'occlusion sont pas déconnants hein, par rapport à la réalité. Ouais, c'est Bon, assez stable. Ouais. on arrive à la limite du système. Donc ça, c'est, on va dire, l'occlusion dynamique intégrée à une caméra d'empreinte optique. Pour des petits secteurs, plutôt latéraux, je dirais, mais qui marchent aussi pour des trucs antérieurs. En l'occurrence, ça marche pas trop pour du full large. Et bah, dès qu'on commence à taper un peu plus dans le dur, et ben là, on arrive Tu vois, sur... je rebondis sur ce que tu dis parce que quand on fait une empreinte full arch, c'est-à-dire qu'avec la Trios, on vient faire 2 mordus, un de chaque côté, et le Stitch Motion, tu ne peux pas faire 2 mordus dynamiques. C'est un de chaque côté, donc Exactement, ouais, on perd ouais, tout l'intérêt. c'est exactement ça. Et en fait, tu le vois bien, parce que quand tu regardes le mouvement, en fait, tu as des interpénétrations du Mm, modèle en fait, de l'autre côté, tu vois bien que c'est pas mm. que ça va pas. Alors, les systèmes d'enregistrement externe, nous, on va parler du Mojo parce que c'est quelque chose qu'on connaît et qu'on utilise Qu'on au maîtrise. quotidien. Il y a d'autres systèmes d'enregistrement externe qui existent aussi, mais justement, enregistrement externe, c'est exactement ça. Là, le Mojo, c'est plus qu'un système d'enregistrement externe. C'est que oui, on va enregistrer ce qui se passe, les mouvements réels de la mandibule du patient, mais c'est un logiciel aussi d'analyse précise de l'occlusion, ça c'est sûr, et un logiciel aussi de modification en fait de la dimension verticale. Et on va le montrer ça dans un cas. Hein. Ça fait arc Ah, facial aussi, hein, ça, on est d'accord? c'est ça, on est d'accord. Ouais. Et c'est intéressant, c'est qu'on modifie les données spatiales des scans. Et ça, c'est intéressant, on va pouvoir le montrer. C'est qu'on modifie les DV, on va modifier les DV, et après, on va sortir les empreintes dans cette nouvelle DV. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc toi, tu vas travailler ensuite avec la nouvelle dimension verticale qu'on va Mm. avoir définie dans le C'est ça. logiciel Mojo. Et tous les mouvements fonctionnels du patient réel sont recalculés à la volée par l'algorithme de manière à ce que tu puisses ensuite équilibrer avec cette nouvelle Exactement. dimension verticale. OK. Donc, ça, c'est performant. Alors C'est impossible de du faire coup, ça d'une manière en physique sur un articulateur. Tu peux pas faire ce genre de choses. Même si tu fais des clés sur des articulateurs, des pointeaux, tu vas faire des tables incisifs, on n'aura jamais cette précision-là. et à contrario, donc d'autres systèmes en fait d'enregistrement brut de l'occlusion, en fait, sans aucun logiciel de traitement derrière, ben c'est pareil, c'est-à-dire que tu vas être obligé d'aller Mm. sur Exocad, de reverrouiller une position sur un mouvement, de réexporter la scène pour ensuite refaire. C'est quand même un peu plus fastidieux du Ouais, coup. c'est ça. Et ce qui est top, c'est que le fichier XML qu'on intègre, on l'intègre à la volée, on l'intègre tout de suite dans le logiciel. Il n'y a pas Techniquement, le flux est très simple quand on importe les mouvements dans le logiciel. Ça se fait d'une facilité, c'est assez enfantin. Bon, de toute façon, tu vas nous le montrer parce il y a les vidéos après, C'est ça. si je ne m'abuse. Donc, du coup, le Mojo, c'est quoi? C'est un petit carte avec un ordi, c'est ça. Ce qu'on voit, c'est un écran tactile all-in-one, et vous avez une caméra. Caméra de métrologie, on va dire, industrielle, enfin une double caméra. On dirait un petit bonhomme, un peu, un petit E.T. un peu. Et ensuite, vous avez un casque qui est fixé solidement sur la partie fixe du crâne au niveau du front. On va le voir sur l'image d'après. Vous avez une petite fourchette qui est collée sur les dents mandibulaires, enfin c'est les dents et la muqueuse hein, globalement, de manière à ne pas venir en interférence avec pendant tous les mouvements en fait qu'on va demander au patient. Et on a un autre outil qui ressemble à un sceptre royal. C'est le tali. Une Le couronne et un tali en fait, sceptre.
Exactement, tu vois, c'est très. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça, mais ouais, c'est assez princier comme système. Et en fait, le Tally, c'est un petit outil pareil qui a des capteurs en fait qui sont vus par la caméra et qui permettent de définir au départ en fait la position des deux condyles, la position du point sous-nasal et 4 points de référence spécifiques à la mandibule qu'on aura définis sur les modèles 3D. Parce que le Mojo, en fait, c'est un logiciel c'est un système qui travaille avec les empreintes numériques réelles du patient. C'est pas une modélisation. Il y a d'autres systèmes qui travaillent avec des modélisations, c'est des petits avatars en fait qu'on voit bouger. C'est pas les vrais modèles du patient. Là, on travaille avec les vrais modèles du patient. Donc voilà, en fait, en gros, le système en place. Donc la fourchette collée avec le petit clip, le petit papillon, le casque sur la tête. Moi, j'utilise du truc de chez GC là, qui est dual, qui est parfait parce que du coup ça durcit vite à la lumière. J'aime bien. Et puis donc là, on a fait une petite vidéo. Alors, c'est une vidéo qu'on a montrée aussi lundi où on voit Clémentine qui s'affaire à installer la fourchette. Voilà, exactement. Une bonne bousée de résine. Tac. En fait, ça se fait assez bien. Donc ça, c'était son tout premier Mojo. Hein. Dans le petit webinaire, vous pouvez le revoir en replay, hein, celui de lundi. Son tout premier Mojo. Alors voilà, moi j'utilise un truc dual parce que j'aime pas attendre, donc comme ça va plus vite. Et là voilà, elle s'est organisée pour que ça colle et sur les dents et sur la muqueuse, mais que ça ne vienne pas interférer dans les mouvements d'occlusion en fait, hein, qu'on va avoir à faire. Optragate, c'est pratique aussi pour pouvoir bien coller tout ça. Et puis une fois que ça a été mis en place, et bien du coup, on va pouvoir installer le petit papillon qui s'appelle Smile It. Et ce joli petit papillon, hop, il va être repéré par les caméras du Mojo ensuite. Presque synchro avec la vidéo. Donc voilà, tout est en place. Le casque, le petit smiley, et puis là, donc avec le fameux sceptre, elle va définir des points de référence en fait, que le logiciel lui demande au fur et à mesure. Donc, en général, on cherche le point, on se positionne, et c'est l'assistante qui clique sur l'écran tactile de l'ordinateur pour valider la position. Si je clique, c'est mieux. Et donc voilà, en temps réel, on voit la patiente qui va bouger et en même temps l'enregistrement qui se fait des mouvements. Donc là, on peut demander toute une collection de mouvements. Alors, il y en a qui sont préenregistrés où c'est du open close, protrusion, latéralité, mastication, phonation. On peut même manipuler le patient en fait. Donc c'est pour ça que la fourchette, il faut bien la fixer quand même parce qu'on peut le manipuler pour par exemple, le mettre en relation centrée, on peut utiliser un déprogrammeur de coils, on peut faire tout un tas de choses. Et puis, à la fin, on se retrouve à pouvoir travailler sur le logiciel. Donc ça, moi, Sam, quand on a fait ce cas-là avec les filles, en fait, on t'a appelé, on s'est connecté ensemble en TeamViewer. D'ailleurs, on voit le petit logo TeamViewer en bas de l'écran. Et en fait, ensemble, on a fait quoi? On a avancé image par image. Voilà. On a étudié le open close, donc le chemin d'ouverture, donc le schéma de Fossett, pour déterminer vraiment une ouverture qui est quelque chose de physionomique. On n'est pas venu sur un articulateur virtuel où on n'a pas le rayon de courbure idéal. Et derrière, quand on vient faire une gouttière ou n'importe quel petit de restauration, qu'on augmente une DV sur l'articulateur avec un rayon de courbure qui n'est pas bon, on se retrouve avec souvent une surocclusion postérieure et une déviance antérieure. Donc là, on a regardé ensemble avec Thibaut l'épaisseur de résine pour la gouttière pour avoir quelque chose, une résine qui soit assez résistante. Pas qu'on soit trop fin, et surtout qu'on a avoir assez d'épaisseur pour pouvoir vraiment avoir une table occlusale le plus lisse pour avoir le moins d'interpénétration possible. Bien. Et donc, du coup, une fois qu'on a eu fini ça, on est allé dans les outils du Mojo et on lui a dit, ça, c'est la nouvelle rime que tu dois utiliser. Et à partir de là, le logiciel a recalculé à la volée la nouvelle rime. Pour lui, c'est sa nouvelle position de départ. Et du coup, on va voir la vidéo là. Maintenant, tous les mouvements fonctionnels qu'on avait enregistrés avant ont été recalculés à partir de cette nouvelle position en fait, mandibulaire. Donc ça, c'est assez puissant. Donc là, j'exporte en fait les fichiers. Toi, tu te retrouves avec les modèles orientés dans l'espace avec cette nouvelle position de départ de référence et tu as un fichier XML. C'est ça. On a les nouveaux STL, on a des nouveaux STL qui sont renommés. Donc, ça s'appelle, je crois que c'est Initial Upper ou Initial Lower. Ça renomme des STL et c'est ces STL renommés et modifiés dimensionnellement qu'on intègre dans Exocad. Ok.
Et alors, il y a une autre fonctionnalité aussi. Alors là, je change tous les mouvements là, sur cette vidéo-là, mais je ne sais plus si c'est sur cette vidéo-là où on va générer en fait l'enveloppe fonctionnelle. Parce que tous les Fonctionnel. logiciels en fait ne permettent pas de lire les STL, les XML. L'XML. Le fichier XML, en fait, c'est le fichier qui contient tous ces mouvements, en fait. Tous les logiciels de CAO dentaire ne permettent pas de lire ça. Donc, en fait, l'astuce pour ça, bah voilà, si on le voit ici, on va demander au logiciel de calculer ce qu'on appelle le FGS. C'est l'enveloppe fonctionnelle. C'est-à-dire que c'est la somme de tous les mouvements effectués par la mandibule au cours de nos enregistrements. Et du coup, ça va créer un fichier STL antagoniste à la gouttière. Là, pour ce cas-là, c'était un cas de traitement de gouttière qui va répertorier tous ces mouvements-là. Et c'est ce fichier-là que toi, tu vas pouvoir utiliser comme antagoniste et tu vas équilibrer grâce à ce fichier-là. Je me Et trompe c'est pas, intéressant. c'est ça? Exactement. Exactement. Et ce fichier-là a aussi un autre intérêt pour la phonation. C'est vrai qu'on avait vu des cas où on faisait parler des patients et on avait une enveloppe fonctionnelle. Et quand on venait faire cette modélisation 3D, je n'utilisais pas forcément ce fichier comme antagoniste, mais comme gabarit, comme ne pas dépasser ce volume fonctionnel pour ne pas gêner la phonation. C'est-à-dire qu'on s'en servait comme un espèce de calque. Et je disais que quand je modélisais mes dents, je ne devais pas dépasser ce calque, sinon j'interférais à la phonation du patient. Ok, bon, ça c'est hyper intéressant. Ouais, effectivement, il y a des choses où tu peux faire pour les blocs antérieurs le speech, justement, de compter de 60 à 70. C'est ça. Et en fait, voilà, donc c'est vrai que c'est plus qu'un outil d'enregistrement, ce Mojo, c'est clair. Et moi, j'aime bien j'ai mis ça parce que ça enregistre en fait les mouvements de la mandibule à 60 images par seconde. Donc ça rigole pas en fait. C'est-à-dire que vraiment, on peut bouger frame par frame, image par image pour trouver en fait des choses. Et notamment, on peut aussi chercher, ça c'est le cas d'un patient qui avait des dents sous-provisoires, qui vient me voir, qui me dit on me fait des dents au fur et à mesure dans mon cabinet, je suis pas bien, c'est l'enfer. Est-ce qu'on peut regarder? Bon, ok, on regarde. On fait un mojo, et là, en fait, quand on lui fait faire les mouvements, eh bien, on se rend compte qu'on a un gros problème de symétrisation en fait des contacts. Et là, on voit que voilà, il y a tout le secteur 2 en fait qu'on prend plein la tête et il se passe rien de l'autre côté. Et à un moment, paf, on se retrouve avec à nouveau, je suis allé un peu vite en besogne, avec à nouveau les contacts partout. Donc, c'est un outil aussi d'analyse un petit peu plus fine et on voit que le patient, en plus, il est bien dysfonctionnel, bien comme il faut. Enfin, donc, en fait, moi, j'ai fait simple hein, sur ce cas-là. On lui a dépoté tout ce qui avait été mis et puis ensuite, on lui a mis un déprogrammeur de Cois et on l'a réenregistré au Mojo pour finir le cas. Tu as quelque chose à rajouter, Sam, là-dessus? C'est clair. C'est vrai que c'est un outil, comme tu dis, d'analyse et de conception. Ça veut dire que l'acquisition peut très bien te servir toi à montrer au patient. Et ce mouvement, nous, va vraiment influencer et impacter la conception. Donc, c'est pas juste à l'écran, on a quelque chose qui est joli, ça fait un joli mouvement. C'est quelque chose qui impacte et on travaille vraiment ces reconstructions en fonction de ce mouvement. Donc, on a vraiment quelque chose qui est vraiment fonctionnel et qui est reproductible. Et c'est productif, c'est-à-dire qu'on sait ce qui va se passer quand tu vas mettre ça en bouche. Quand tu vas poser par exemple les éléments prothétiques, tu n'auras pas d'équilibration ou des équilibrations minimes. On sait ce qui va se passer. Il y a toujours un peu d'équilibration. Pourquoi? Parce que Les les ligaments. caméras optiques n'enregistrent pas, voilà, exactement. Et la souplesse osseuse et la souplesse ligamentaire. Donc, de toute façon, tu as toujours un petit peu d'équilibration. Ou alors, il faut vraiment avoir de la chance. Ou alors avoir un patient qui est un peu plus tolérant au niveau ligamentaire. Pour que, voilà, mais il y a toujours un petit poil de quelque chose à faire. Mais ça reste quand même minime. Voilà pour cette partie acquisition. Et donc, on a déjà envoyé quasiment 1 heure de blabla là-dessus. Hein. J'espère que vous tenez le choc tous. On va aller plus vite pour la fin. Après, c'est que des photos. De toute façon, on n'a plus rien à dire là. Non, je plaisante. Alors, Que du slide. il reste juste 600 slides. Ça va. Donc, Ça en est à la non, moitié. il en reste un peu moins de la moitié, bien sûr. Non, 40. Allez. Et c'est que des photos de Samuel nu. Et là, une vidéo là-dessus. Tu vois, prochaine slide, c'est une vidéo. C'est une vidéo. Donc là, on va parler du design. Alors, design, globalement, il y a deux écoles. Non, il y a, on va dire, deux grandes catégories de logiciels. Il y a ceux qui sont plutôt faits pour être utilisés dans des cabinets dentaires, dans des cliniques, des choses comme ça, donc utilisés par les praticiens. Alors là, moi, je vous ai mis les Suite Studio parce que c'est ce qui se fait chez Trichep et c'est ce qu'on utilise. Mais il y a aussi les Xoca de Chairside. Voilà, globalement, il y a aussi ici du CEREC, hein, par exemple. Après, on n'est plus tout à fait Lab. dans le même Ouais. type de... Voilà. Et puis de l'autre côté, vous avez aussi
tous les soft labo, dans le système Exocad. Et puis, tu as le petit Mesh Mixer qui est là, qui est un petit C'est outil de ça 3D dépanne bien. C'est un bel qui outil. Hein. dépanne bien parce que c'est un outil qui répare des fichiers, qui fait tout un tas de choses et qui est quand Mm. même assez chouette à avoir. En plus, il est gratos. On peut le trouver sur Internet gratuitement puisque c'est Autodesk qui fabrique ça et c'est gratos. Donc voilà. Alors on revient au cas de la jeune demoiselle tout à l'heure. Là, en fait, ce cas-là, voilà, c'est typiquement, toi, tu t'es amusé Sam. Amusé, c'est un grand mot, mais globalement, à nous modéliser le Je cas en m'amuse. fait et à nous C'est le ça. montrer C'est sur ça. Exocad. Donc C'est là, ça. les Donc modèles là, sont dans leur nouvelle rime. Hein, je te laisse nous expliquer ça. c'est ça. Donc, avec la nouvelle rime, comme explique Thibaut, et tout à l'heure, on parlait de l'articulateur facial, de l'arc facial. Donc là, on voit l'objet, ça représente les plans de référence, et ça peut vraiment nous servir de scan d'arc facial pour avoir les plans de référence. Donc là, les mouvements qui apparaissent à l'écran, ce sont les mouvements qui ont été enregistrés. Ce pas des mouvements qui ont été calculés par un articulateur virtuel, mais vraiment des mouvements anatomiques. Donc là, vous voyez, on design notre gouttière, on vient prendre en compte tous les mouvements pour éviter d'avoir le plus d'interférences possible et avoir vraiment une homogénéité occlusale. C'est-à-dire que les forces occlusales sont vraiment homogènes sur tous les mouvements. Donc, on a On les vraiment voit quelque par chose de transparence, fonctionnel. hein, d'ailleurs. Hein. Oui, c'est ça. On voit le mouvement, C'est la force du numérique, ça, de voir en c'est transparence un ça. truc que tu ne pouvais pas voir avant dans le plâtre. Tu vois. Et C'est là, ça. ces mouvements en Tout ce qui est, transparence, c'est top. c'est ça. Faire tout ce qui est coupe. C'est vrai que là, pour des gouttières, c'est assez simple, mais quand on modélise, par exemple, des dents, j'aime bien, c'est bien faire des coupes 2D et pour voir le travail des rampes de lancement quand on fait des occlusions balancées. On peut vraiment voir nos rampes comment modéliser nos cuspides, vraiment avoir la bonne position de la cuspide pour avoir des belles rampes, pour avoir des côtés travaillés. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et c'est vraiment ça, de travailler en 4D, c'est une autre façon de modéliser. Modéliser en statique, c'est facile, mais modéliser en 4D, c'est vraiment une autre approche morphologique. Et pour vous, c'est génial, prothésiste, parce que tu vois, plus ça va, plus vous vous rapprochez du patient, en fait. Parce que, C'est ça. en fait, quand tu as deux modèles en plate devant toi, c'est difficile d'appréhender tout ça. Alors que là, Et c'est comme tu là disais très on bien a. avec l'avatar, c'est vrai l'avatar 3D, c'est vrai que c'est le patient 2.0. C'est ça. Et tu sais qu'Avatar 2 va bientôt sortir, d'ailleurs. C'est vrai. Donc, alors, ça, Donc c'est là, on est vraiment Exocad. sous Exocad parce qu'on peut intégrer ce XML qui est sorti et généré par le Mojo. Et par exemple, là, on va parler de Spin Studio de la suite logicielle 3 Chef. On ne peut pas intégrer le XML. On va intégrer l'enveloppe fonctionnelle, donc l'enveloppe fonctionnelle qui est la suite des mouvements. Et on va utiliser cette enveloppe fonctionnelle comme antagoniste. C'est-à-dire que moi, je vais faire déborder volontairement ma gouttière, je vais la mettre en surocclusion. Et quand je vais adapter ma gouttière à l'occlusion, ça va adapter logiquement les mouvements. Donc là, je viens travailler sur toute On la voit en bleu, partie c'est les zones de comblement de de contre-dépouille, c'est contre-dépouille, ça c'est ça. pour la gouttière. C'est ça. Ok. Parce que là, on va faire des gouttières qui vont être en impression 3D. Donc, il faut que la gouttière soit parallèle, mais il faut qu'on ait un peu de rétention pour que la gouttière soit rétentive. Donc, toutes ces zones bleues, ce sont les parties contre-dépouille et on peut facilement jauger où on va mettre notre gouttière pour avoir une bonne rétention. Donc, c'est toujours l'équilibre entre ça doit descendre, tenir, mais ça ne doit pas tenir en force. Donc là, on voit que quand j'ai modélisé ma gouttière, je l'ai mise en surocclusion et toutes ces zones rouges sont les zones en contact. Donc, on aura aussi, malgré qu'on n'a pas ce mouvement qui est assez sympa à l'écran, on aura quelque chose de fonctionnel avec cet antagoniste modifié. Ouais, c'est ça. C'est vraiment la somme de tous les déplacements, en fait, C'est ça. des mouvements. Hein, on est d'accord. Et là, en Ce qui est plus, tu as intéressant, un c'est que jeu, tu c'est intègres ça. ce jeu-là, en plus, sur un articulateur, pour Voilà, le coup, virtuel. virtuel, c'est ça, qui est juste là pour faire joli. D'accord. Mais Bon, qui est pratique dans certains cas où on n'a pas. Voilà. il a le Ça n'a mérite pas d'être là. d'importance sur cette restauration. Il a le mérite d'être là. Je dis que c'est le mérite d'être là. Quand les praticiens n'ont pas utilisé Mojo, c'est intéressant d'avoir au moins pour faire des points de glissement, quand on veut faire vraiment des plaques d'abjan. C'est intéressant que le logiciel ait un articulateur pour pouvoir gérer des tremplins vestibulaires sur les plaques d'abjan. Mais là, pour le coup, il n'y a pas besoin. Et d'ailleurs, pour être tout à fait honnête et transparent, on pousse à mort chez 3Chef pour qu'ils intègrent le XML du Mojo et de toute façon, on ne les lâchera pas. Voilà, ça, c'est dit. C'est bon. Bon Et donc, nous entendeur. voilà, à bon entendeur. Donc voilà, maintenant, nous voilà arrivés à la troisième étape, qui est l'étape de la La production. production. Donc, production usinage ou production impression 3D. Donc, on va parler un petit peu déjà d'usinage. Alors, moi, pour ma partie, on va dire, voilà, sur la gauche, en fait, on a des machines de cabinet
par exemple, la VHF Z4, c'est une machine qui travaille en milieu humide, qui est faite pour usiner de la vitro, qui est faite de vitrocéramique, donc les petits plots, en fait, hein, les choses comme ça. Au milieu, on a la Zirconzan, c'est une machine plutôt orientée laboratoire qui travaille aussi bien en sec qu'en humide et qui est déjà un peu plus dimensionnée parce qu'elle permet de tailler des galettes et des choses comme ça. Et elle est Et à très droite, polyvalente, cette machine. Tu sais, ouais. elle est La M1, polyvalente, je ouais, trouve bah, que c'est des machines les plus. Elle est d'une polyvalence, j'en ai une, et je trouve que cette machine, c'est un couteau suisse. Tu vois, c'est une machine que je trouve formidable. Tu peux presque tout faire. Du prémisse, des plots, de la galette, du croco, du titane. Tu peux tout faire avec cette machine. Et je la trouve bien foutue parce que c'est la puissance du software sur le Zirconzan. C'est que la machine, ça reste une machine assez standard, mais le programme derrière des calculs d'outils, il est assez faible. Tu peux tout faire et bien en plus. Et ça, c'est la magie du hardware et du software. c'est ça. D'où l'intérêt aussi d'avoir des choses en fait qui fonctionnent ensemble. Et c'est le cas par exemple de la VHF Z4 qui du coup est aussi intégrée dans le flux de travail 3 chefs de cabinet et permet en fait assez facilement, un peu à l'image on va dire d'un CEREC, mais globalement c'est un peu ça, de produire ces éléments assez simplement. Après, avec aussi cette possibilité de basculer sur le logiciel, le CAM intégré, qui permet vraiment de faire des choses plus compliquées, comme par exemple de venir usiner un bloc standard plein d'IMAX, de venir créer une couronne transvissée avec le détrompeur pour mettre la Tibèse et tout ça directement dessus, ou des pré-mildes, par exemple. Donc c'est vrai que c'est une machine qui est aussi polyvalente, mais peut-être plus adaptée pour un cabinet dentaire. Et puis à droite, Sam, Ça. il y a Et la la grosse Bertha, quoi, et sa cousine, C'est quoi. ça. C'est-à-dire que tu avais la Datron qui était déjà une belle machine, on va dire. C'est Et ça. là, vous êtes parti maintenant sur des Villemain Macodel, c'est les C'est ça. bécanes cuisinent les mécanismes de montre Rolex, quoi. C'est ça, c'est ça. Bah, on a eu la chance avec mon ami Gilles, on a été en Suisse quand on a vu la première Villa, parce qu'on en a commandé une deuxième, d'aller là-bas. Et ce qui me fait toujours rire, c'est quand les gens qui ne sont pas habitués dans le dentaire voient ce genre de machine, sont toujours impressionnés par la technologie. Nous, on a été là-bas, c'est l'entrée de gamme chez Villemain. Et ça, je trouve ça rigolo, c'est que nous, on a eu la chance de rentrer dans un milieu d'usinage. Les contraintes mécaniques se lient dessus. Là, sur cette machine-là, on a des règles de verre, des calculateurs. C'est assez technique à utiliser. Mais par contre, on a une précision de 4 microns toute l'année. Et ça, c'est vraiment fabuleux en termes de précision et surtout quelque chose. On a une broche très puissante et ça envoie du copeau, quoi. C'est pour ça que la différence vraiment entre les deux machines, c'est le système d'irrigation. C'est-à-dire, comme on peut voir sur la petite vidéo en bas à droite, quand on usine, on a un jet d'huile, de l'huile de coupe. Et l'intérêt, c'est qu'on n'a pas d'échauffement de pièces, on use beaucoup moins les fraises, mais il faut des machines assez conséquentes pour pouvoir intégrer de l'huile de coupe. À droite, sur la Datron, on va vraiment usiner du sec, du chrome cobalt, un peu de titane, mais avec une brume, de l'air mélangé avec de l'huile pour éviter les échauffements. Et c'est vrai que le fait d'usiner sous huile, c'est un autre monde, quoi. On use beaucoup moins les fraises, c'est beaucoup plus précis. Et surtout qu'on peut ébaucher, donc les premières passes avec des grosses fraises, des toriques qui font 8 mm de diamètre. Et là, ça envoie du copeau, quoi. Il n'y a pas une fois où ça a pris feu, Sam? Si, deux fois, plusieurs Voilà. fois, mais bon, c'est les aléas du métier. Ça m'est arrivé sur un Datron. Je me rappelle, on était en ligne un soir tous les deux. Et donc, la Datron n'était pas forcément faite pour usiner des gros volumes de titane. Et il y a eu des échauffements autour de la fraise et il y a eu un début d'incendie dans la machine. Et c'est assez anxiogène parce qu'il y avait vraiment des flammes dedans. Et c'était rigolo. Bah, maintenant, ça Tu vois, l'est. ton Mais ça petit faux l'était. plafond, là, et le petit faux plafond qui est au-dessus, il est impeccable, à mon avis, pour un petit départ de feu. Je pense que c'est nickel. C'est ça. Donc là, c'est une image Euh, qui date un peu parce que maintenant, on a modifié l'aménagement du laboratoire. On a une salle dédiée à l'usinage avec type industriel, avec une climatisation, un sol en béton. Et ça qui est intéressant, c'est qu'on a la chance de rencontrer des gens de l'industrie et qui nous donnent toute leur expertise. Mais c'est vrai que nous, comme je l'explique souvent, c'est que l'usinage, ça reste une partie de la vie d'une dent, ça reste une petite partie, c'est une partie très importante. Mais ce qui est important, c'est l'empreinte, la conception, le parcours, l'usinage et la finition manuelle. Et c'est vraiment un ah ensemble. bah, C'est vrai que l'usinage, on fait tout, on parle toujours des machines-outils, mais ça représente pour moi 15-20% du travail d'une dent. Tu me ok. contrediras pas là-dessus, je pense. Bah non. Bon, et à la fin, ça sort ça, Sam. C'est ça? C'est ça, des jolis Ouais. styles cuisinés. Ça sort des Donc jolis c'est vrai styles qu'on a, cuisinés qui sont c'est légers. ça, c'est ça. Donc le titane, couler du titane de manière conventionnelle, ce
quelque chose de compliqué parce que le titane, ça se coule très mal, c'est un peu pâteux, donc il y a beaucoup de porosité. Là, on a la chance de pouvoir faire des stellites usinés dans la masse, exempt de tout défaut, il n'y a pas de porosité, pas de rotassure. On a une mouillabilité qui est exceptionnelle, une biocompatibilité, donc il n'y a pas de sablage, donc c'est vraiment fabuleux. Et c'est pour ça que nous, on croit tellement à cette technologie et à ce système on est parti sur une deuxième machine pour pouvoir en produire plus. Ceci dit, c'est Et vrai aussi, qu'issu d'une empreinte, tiré d'une empreinte optique, c'est juste dingue, hein. Ça rentre, clac, quoi. c'est ça. C'est top. Et on C'est peut top. Et aussi encore une parfois, fois, il y a une courbe d'apprentissage pour les prises d'empreintes oui, de ce genre de choses, c'est ça. Oui. pour être On sûr sait fait d'être beaucoup de choses, c'est compatible. qu'on fait aussi, on a une activité, on fait quand même pas mal d'inlacore. C'est vrai que l'inlacore usiné en titane, c'est quand même pas mal. Il n'y a pas que ça, Sam. Tu usines aussi des choses comme ça? C'est ça, c'est ça. Donc c'est vrai que pour la prothèse combinée, quand on usine beaucoup de chrome cobalt pour tout ce qui est CCM, c'est vrai que on fait plus de coulée, donc plus de rotassure. Quand on monte de la céramique et qu'on vient stratifier, qu'on monte le métal en température, il peut y avoir des dégazements liés à la coulée. Là, le métal est usiné, il n'y a pas de surprise. Là, l'intérêt, c'est qu'on peut faire de la prothèse avec des attachements. C'est-à-dire que ce joli attachement jaune, cet équateur, il est vissé dans le bridge. C'est-à-dire que pour la pérennité de la prothèse, c'est-à-dire que si un jour cette partie elle est usée, eh ben on peut la changer. S'il y a un tournevis spécial, on vient le dévisser, on vient visser un nouvel attachement. C'est-à-dire qu'on a une prothèse qui est beaucoup plus pérenne dans le temps. Et ça, c'est vraiment chouette. Que je pense que c'est déjà arrivé de voir des patients qui ont des briques CCM avec des petites boules. Les boules sont usées, de pure rétentive. Ben, expliquer au patient qu'il a des attachements et qu'on va lui mettre un crochet sur une canine, je pense qu'il n'est pas très content. Là, le patient, il Non. faut lui dire que si un jour l'attachement est usé, on peut réintervenir et avoir un nouvel attachement sans déposer de bridge, sans changer sa prothèse. Et ça, pour la vie d'une prothèse, c'est quand même pas mal. Ça, c'est génial. J'avais adoré. Et d'ailleurs, vu qu'on avait fait ça de ce côté-là, chez ce patient-là, parce que ça, c'est un cas de prothèse combinée, hein, où on a fait une seule préparation, empreinte, et tu m'avais fabriqué le bridge avec C'est les ça, attachements et le stellite, et on c'est l'avait ça, fini en direct. Mais ça, en je one montre shot. ces petits points de spécifique d'usinage où, en fait, effectivement, là, il faut vraiment une précision de dingue pour pouvoir C'est ça, réussir à avoir ce système-là. Et c'est toi, tu ça, avais c'est ça, modifié en plus c'est ça. le Inlecor, module pour les in-les-corps, en fait, pour c'est ça, intégrer un attachement vissable aussi c'est dessus, ça, de manière à c'est vraiment ça. avoir un truc. Ouais, ça c'était assez chouette. Par contre, il faut quand même penser un truc. On a eu de la chance, c'est qu'on avait une préparation radiculaire assez importante, puisque le filetage rentre presque dans la cavité, donc il faut un peu de masse. Ouais, Et ce qui est intéressant, c'est que quand on fait des filetages, c'est-à-dire qu'on rentre avec une fraise héliocoïdale, une fraise en T, et on vient usiner, rayer l'intérieur. Donc c'est-à-dire qu'il faut que la machine soit capable de rentrer dans une position, sortir précisément pour remonter sans tout exploser. Donc quand c'est vrai que ça ouais. filtre, ça fait un bruit particulier, c'est un bruit très fin, et on usine vraiment tout ce filetage à l'intérieur. Donc ça, Ah, c'était assez super. chouette, ça nous évite de couler. Nous, dès qu'on nous coule toute la partie conjointe, on ne coule plus rien. Tout est vide. Donc ça change complètement la donne. Ok. Bon, bah merci Sam pour ces précisions-là. Et donc, bon, voilà, on ne s'étend pas plus sur les parties usinage et on va un petit peu plus appuyer sur ce qui est l'impression 3D. Parce qu'une fois qu'on aura fini de vous faire ce petit topo sur les trois phases, enfin, sur les trois composantes de la chaîne numérique, etc., on va essayer de vous montrer un petit peu notre quotidien avec quelques petites photos. C'est des photos, c'est ça. Donc, C'est vrai que impression l'impression 3D, mon cher. 3D, depuis 2-3 ans, c'est vrai que l'impression 3D a complètement évolué et est vraiment ancré dans la production quotidienne, hein. C'est vrai qu'avant, on usinait beaucoup, on a eu plus d'usineuses que d'impressions, et maintenant, on est à l'équilibre. On a autant d'imprimantes que d'usineuses. Mhm. Et donc, du coup, bah, c'est comme pour les usineuses. C'est-à-dire qu'en en fait, en cabinet, enfin, vous allez, voilà, on va se dimensionner en fait en fonction des besoins. Et aujourd'hui, on a une offre sur le marché qui permet de se dimensionner vraiment en fonction des besoins. Ça, c'est l'exemple de la dernière de chez Formlabs. Formlabs, moi, c'est une marque que je connais bien parce que j'ai eu la toute première que j'avais achetée en crowdfunding. C'était celle où on remplissait au bidon comme ça et tout, et qui était quand même un peu basique. Ensuite, j'ai eu la 2. Et actuellement, j'ai la 3. Donc, j'ai vu l'évolution de tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est arrivé à une technologie qui est très, très plug and play avec beaucoup de. C'est comme des cartouches d'impression, quoi. Une cartouche, un bac, clac, et roule ma poule. C'est quand même Et assez c'est propre, simple. c'est assez propre. On a d'autres types d'imprimantes où il faut remplir manuellement. Des fois, on remplit pour mettre des modèles, on fait 4-5 impressions, on oublie de la remplir, et au bout de la cinquième, bah, on oublie de la refaire parce qu'on n'a pas rempli. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette Exactement. polyvalence. Cette polyvalence, ça veut dire qu'on est vraiment dans un écosystème Formlab. Donc, c'est-à-dire qu'on achète
La résine, on achète les résines, les settings, on est sûr de la production. C'est-à-dire que si moi, avec ma machine, j'imprime une gouttière, Thibaut, il aura la même machine, il va faire la même chose. Par exemple, si on commence à acheter une imprimante A avec une résine B, avec un bac C, on aura des différences et on va perdre cette fiabilité et cette reproductibilité. Et surtout que contrairement à l'usinage, si je prends une galette de zircone katana, que je la mets dans une VHS, une zirconzane, une Imes ou quoi que ce soit, le zircone va rester le même. Le problème, c'est que l'impression 3D, on va avoir une réaction chimique, une polymérisation. Donc, c'est-à-dire si on ne polymérise pas de la bonne façon, avec un temps d'exposition plus court, moins court, avec une longueur d'onde qui diffère, avec pas mal de critères, on modifie la polymérisation, donc on modifie la qualité de la pièce usinée et on perd la biocompatibilité, on peut perdre en stabilité dimensionnelle, on peut fragiliser la pièce. C'est pour ça que rester dans l'écosystème entier de la marque, donc ça veut dire que les gens vont dire oui, mais c'est fermé, on est tenu par le distributeur. Oui, c'est vrai, mais ça marche tout le temps. Et ça, c'est assez Et chouette, cette puis, reproductivité. tu rajoutes aussi une chose quand même qui est essentielle, je pense, à mes yeux, c'est qu'à partir du moment où on imprime quelque chose en 3D, alors je ne parle pas d'un modèle, hein. Je ne parle pas d'un modèle ou d'une résine calcinable ou d'un truc comme ça, mais un guide chirurgical, une dent provisoire, une gouttière, on devient en fait fabricant de dispositifs médicaux sur mesure. Donc, à ce titre, on doit se déclarer auprès de la NSM. Donc, à ce titre, on doit utiliser le couple machine-résine qui a été certifié, plus chaîne de post-production. On est d'accord, Sam? Et C'est ça, le tenir à post-traitement, c'est jour très important. une fiche de traçabilité du dispositif médical sur mesure qu'on vient de mettre sur le marché. Donc en fait, c'est pas anodin. Imprimer un truc, un guide chirurgical, ça paraît simple, ça fait plug and play, on appuie sur un bouton, mais en fait, on engage quand même notre responsabilité là-dedans. Et c'est vrai que un système comme une Formlabs comme ça, c'est quelque chose qui permet quand même de mettre un premier pas, je dirais, dans l'impression 3D en cabinet d'une manière assez safe en termes de reproductibilité des résultats obtenus déjà, et puis surtout de traçabilité des résines biocompatibles et de tranquillité eu égard à ces problèmes normatifs, quoi. Alors, Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, comme j'ai pas mal de praticiens qui sont équipés, c'est cette efficience et ce lien entre cabinet et laboratoire grâce à ce type de machine. Je trouve ça chouette parce que on veut faire un essayage esthétique, on veut faire un prototypage, on veut valider une morphologie, un bridge antérieur. On modélise le bridge, on envoie au praticien le STL du bridge, il vient l'imprimer en résine provisoire, il le met en place. Et à ce moment-là, on décide ensemble si le bridge est validé au niveau fonctionnel, esthétique, cervical, occlusion. Une fois qu'il est validé, comme c'est de la résine biocompatible, le patient peut repartir avec ce bridge pendant que nous, au laboratoire, on vient faire la prothèse définitive. Donc là, ça veut dire qu'en termes d'efficience, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de boîte, c'est-à-dire que c'est fait en interne. C'est-à-dire que le praticien reçoit une prothèse qui aura été validée. Donc il n'y aura pas de surprise. ok Sam, on va passer la seconde parce qu'on veut nous fermer la boutique bientôt. Donc, ça, c'est imprimante 3D top pour, on va dire, entrer un peu dans le monde du digital. C'est une technologie qui était SLA, donc c'est un petit laser qui vient taper, etc. Après, deuxième option, il y a aussi des imprimantes qui sont un peu plus dimensionnées pour la vitesse et qui, elles aussi, ont de nombreuses résines biocompatibles. C'est l'exemple de cette Nextdent, la Nextdent 5100, qui permet d'aller beaucoup plus vite. On est d'accord? C'est ça. C'est une petite formule à assez vite comme machine. Exactement. En gros, une gouttière, c'est 20 minutes. Donc c'est vrai que C'est c'est ça. quand même assez sympathique. Pareil, logiciel un petit peu plus évolué, système de gestion des résines un petit peu plus évolué, un petit peu plus voilà, on monte d'un cran en fait dans la complexité de tout ça. Et puis on a la version Samuel Morris, C'est donc ça. les Prodway machin. Donc alors là, C'est tu ça. nous prends combien de modèles à la seconde avec ça? Avec ça, tu peux sortir 90 modèles en 5-6 heures. Mais vraiment avec une D'accord. définition sur des couches de 50 microns, est-ce qu'on a un projecteur qui est movible? C'est-à-dire pour éviter les spectres, on projette plusieurs images mis bout à bout. Ok. Donc ça vraiment machine de prod pour les laboratoires. C'est Donc, ça. en résumé, tu vois, on peut se dire facilement qu'on peut commencer avec un système comme ça où, globalement, on a une chaîne complète, impression, résine, post-traitement, donc nettoyage à l'alcool isopropylique et polymérisation. Et avec ça, on est tranquille. Tu nous as fait une petite vidéo qui est fort sympathique pour nous montrer comment Très est-ce que fort. tu importes. Voilà, c'est le logiciel de l'imprimante 3D sur lequel on va pouvoir importer facilement en fait la petite gouttière que tu nous as modélisée. Et en fait, voilà, on voit que c'est assez C'est plug ça. and play, quoi. On prend le fichier, on Voilà, glisse c'est ça. dessus, pouf, Et ça en fait, apparaît.
ce logiciel Preform, il va faire le lien entre la gouttière 3D et l'impression 3D et le back. C'est-à-dire que ça va créer les supports qui vont permettre de maintenir l'objet pendant l'impression. Ça va créer les supports qui va faire le lien entre la surface d'impression et la gouttière. Donc on la place, ça vient générer automatiquement les petits supports et après on envoie à l'imprimante. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se creuser la tête sur les settings, les temps d'exposition, tous ces paramètres qui sont assez techniques. Le logiciel le fait pour nous. Parfait. Bon, comme voilà, donc on voit que c'est assez simple. Une fois qu'on clique sur le bouton, paf, c'est parti. Ça part L'imprimante directement à 3D, l'imprimante. hop, nous imprime tout ça. Faut quoi, 40 minutes, 50 minutes pour faire une gouttière, un C'est truc comme ça. ça? Ouais. Ok. Une gouttière, maintenant avec la forme 3, on va être à 40 minutes. Ouais. Ok. Et puis à la fin, tu obtiens ta C'est un jolie peu plus long sur la gouttière forme 2. qui est parfaitement ajustée à tout ça. Alors, on continue, on accélère un petit peu parce que c'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps pour expliquer tout le reste. On fait un petit teasing aussi pour ce qui va arriver bientôt. Au mois de décembre, on en parlera. Ce sont des résines hybrides, en fait, d'impression de choses, inlay ou de petites couronnes, en fait, un peu typées À charger en Cerasmart, quoi. C'est des céramique. résines voilà, chargées en cérame. Voilà les petites photos des premiers tests qu'on a pu effectuer. On en parlera plus en décembre avec Julien Médard et Formlabs. Ça, c'est un exemple en fait, voilà, d'impression 3D aussi. On voit la transparence en fait obtenue sur de la polymérisation laser en fait sur le guide. Ça, c'est une réplique d'un appareil avec des puits de transvissage. Et puis, ça, c'était un protocole pour une mise en charge. D'autres choses qu'on voit un petit peu plus sur les réseaux en ce moment, c'est tout ce qui est gouttière en fait d'injection Composite pour injecté. les composites. Donc en fait là le concept c'est quoi? C'est on va d'une dent qui est cassée, ok très bien pour cet exemple-là, on crée un wax-up qui est une copie miroir en fait de la dent adjacente et on va générer une gouttière avec un petit puits d'injection, en fait, une gouttière sous splint. C'était Appliance Designer, c'est un autre logiciel. Et cette gouttière-là, en fait, on va pouvoir aussi l'imprimer dans une résine souple et venir l'appliquer en bouche et injecter le composite et polymériser à travers. C'est Donc ça, surtout, c'est... ce qui est intéressant, Oui, c'est les gouttières transparentes, c'est-à-dire qu'on peut polymériser à travers. C'est des composites photo. exactement. Alors, nous voilà sur la dernière partie en fait de ce petit propos. Ça va être bon, Patricia, t'inquiète, on tient le bon bout. 21h18, franchement, impeccable. Donc au quotidien, ça donne quoi en fait ce flux numérique? Donc justement, on va reparler un petit peu de ces différentes strates en fait, en gros 2D, 3D, 4D, acquisition de data bien sûr, modélisation et puis production. Voilà, qu'est-ce qu'on en fait tous les jours? Alors j'ai sélectionné quelques cas rapidement, il n'y reste pas grand-chose, c'est plutôt des photos. Donc ça c'est l'exemple d'une patiente où voilà, elle souhaitait boucher ses diastèmes. Elle voulait pas réaligner ses collets, pas de chirurgie, rien, bon, un truc simple. Photo, analyse de SmileCloud, on l'a vu. Analyse du coup ensuite en 4D fonctionnel. Transmission au laboratoire de tout ça. Sam nous a ensuite fait sous Exocad, hein, c'est ça, La modélisation, c'est la ça. On a modélisation. utilisé la bibliothèque 3D que SmileCloud a proposé, les dents 3D. Exactement. Et puis ensuite, du coup, c'est moi qui ai produit au cabinet, Mpress A1, multi, maquillé, posé. Donc là, c'est vrai que la patiente, elle est réhabilitée dans la journée. J'ai oublié de mettre les lunettes, tiens, cette petite dame sur cette photo-là. Deuxième utilisation aussi qu'on fait pas mal en ce moment, c'est la Dans prothèse l'adjointe. adjointe. Alors, on a parlé des stellites et tout ça, mais les complets, en fait, aussi, ça pousse pas mal à ce niveau-là. Et notamment, en fait, répliquer un complet sans servir de base d'occlusion, le rebaser, utiliser un boudin de silicone avec un plan de Fox pour pouvoir se redonner des repères et réenregistrer tout ça, etc. C'est des choses qu'on fait. On se retrouve avec des choses comme ça qui sont pas très jolies à regarder, mais qui sont parfaitement fonctionnelles en fait pour ce qu'on a besoin de faire et qui permettent surtout de gagner vachement de temps en fait parce qu'on imprime très rapidement. Là, ça avait été C'est imprimé ça. sur la Nextdance 5100 et on avait sorti la base doc pendant que le patient attendait en salle d'attente. C'est ça. Donc Et en quoi, un quart d'heure, en 20 10 minutes. ce qui est chouette, c'est qu'en fait de la prothèse totale, on repart pas de zéro, on repart de l'existant, on optimise ce qui est déjà en bouche. Et ça, c'est un gain de temps énorme. On évite les essayages, les reprises d'occlusion, c'est un gain énorme. Et tu Donc du coup, divises par deux le nombre de rendez-vous quand tu fais un complot hybride.
Ouais, facile, facile. Et surtout, donc là, en fait, tu fais ta modélisation, tu vas C'est ça, séparer en fait les dents c'est de ça, la base rose. Là, sur ce cas-là, on c'est n'avait pas ça, fait d'impression 3D parce qu'on a eu quelques écueils sur les bases imprimées roses, on est d'accord, des fractures, c'est ça, mais on a pour fait l'instant. de l'usinage. On a Donc tout usinage usiné de de la chez base Ivoclar, rose, ouais, en hypobase, exactement. et les dents en Ensuite, iso-dents. Donc, un mon petit ami peu Jessie qui a de... fait Ouais, polychromie du Nexco de chez Ivoclar aussi, tout fait en Ivoclar. Un peu de polychromie pour donner un peu de vie. Après un gros et travail sur. tu, Donc, on a imprimé les modèles aussi. tu m'avais envoyé les modèles aussi pour qu'on voit ce que ça donne C'est et tout ça. ça, Avec, c'est marrant, ça des fait un jolis petit modèles. boxing et tout, hein. C'est C'est pas mal ça, foutu. c'est ça. C'est sympa, on remonte. C'est-à-dire, quand tu fais l'enregistrement, tu avais bien fait, hein, tu avais remarginé, et puis on a reproduit ce boxing. Donc, ça, c'est reste 100% numérique, il n'y a pas une seule empreinte. C'est juste le remarginage. Et La puis voilà, en fait, polychromie, état de le surface. résultat. Hein, état de surface, polychromie, un petit peu plus près. Donc, voilà, C'est pas mal, c'est hein. parce que C'est joli, hein. Bravo, hein, Jessie, hein. c'est pas parce que c'est fait en numérique que c'est pas joli. Donc, c'est toujours ce travail manuel et un patient heureux. Mhm. Et puis, bah, pour terminer, Pour finir. on va montrer un petit peu, on va parler un petit peu de Lucette qui du coup aussi voulait un petit peu qu'on lui reprenne un petit peu le sourire. Pareil, donc étude en 2 dimensions, SmileCloud, Cloud. génération d'une bibliothèque du coup dedans, euh, prise d'empreinte optique, Trios, et puis enregistrement fonctionnel, la 4e dimension. Avec Donc une voilà, occlusion assez voilà. atypique. Ouais, Lucette, elle avait une occlusion pas simple, c'est vrai. Mais en même temps, elle voulait obtenir un sourire amélioré. Avec, en fait, c'est ça, c'est un truc hyper efficient qu'elle voulait, quelque chose qui puisse rendre, qui soit esthétique, qui tienne la marée et qui lui rende service esthétiquement. Donc, en fait, c'est vrai que là, on a réussi à répondre à tous ces critères-là et à lui proposer une prothèse en fait qui va être pérenne dans le temps parce qu'on a enregistré en fait tous ces moments fonctionnels. Il y aura un stédite en bas hein, qui est pas là. Et puis voilà, donc pareil, Samuel m'a fait la modélisation avec la bibliothèque SmileCloud, etc. Vous remarquerez on se renvoie souvent la balle en fait digitale et que du coup voilà donc ça c'est la usinage, texture et maquillage par mes soins au cabinet et puis voilà Lucette heureuse de son nouveau sourire Ravi. mais un peu déçue parce que à cause du confinement les thés dansants n'ont pas été rouverts encore donc il La va falloir pluie patienter inaugurée un sans peu. sourire. Mais je lui ai dit, de toute façon, c'est pas grave parce que ça permettra quand même à la papille, notamment entre les deux centrales, de finir de bien prendre sa place. Donc ça n'en sera que mieux au printemps, au moment de la réouverture des thés dansants. Voilà mon petit Sam. Donc bah, pour Très finir, bien. voilà, comme d'hab, hein, c'est un travail d'équipe tout ça. Et en fait, le partenariat entre le dentiste et le prothésiste en fait est indissociable. Une équipe, un travail d'équipe. Exactement. Travail d'équipe, c'est ce qu'on se dit souvent. Surtout quand je t'envoie 12 onlets à modéliser dans la seconde. On est large. Voilà. Donc, bah, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez, ceux qui ne sont pas abonnés à Workflow, venir nous retrouver, nous rechercher sur le groupe Workflow sur Facebook. Sur Facebook. Et puis bah, merci surtout à STEM Digital de nous avoir permis de présenter tout ça, à Patricia Lévy aussi au fil dentaire et à cette Dental Wix qui j'espère a été un succès. Voilà, bah, on est ouvert à Très bien. à la questionnette puisque Patricia elle voulait que qu'on accélère. On a été bon là. T'as vu Patricia? Le truc là normalement on devait le faire en 3 quarts d'heure et ben on a Trois mis une quarts heure et d'heure. demie. Trois quarts d'heure chacun. Voilà, 3 quarts d'heure chacun. Je n'avais pas précisé. Bon, pour ceux qui C'est nous top. écoutent, on est ouvert aux questions-réponses si vous avez besoin. Patricia, tu es toujours en ligne ou pas? Tu peux nous parler ou pas? Non, Oui, je suis là. Ah, elle est là, Patricia. C'est Bravo. bon, ça. Bon, voilà, Patricia, nous sommes là pour les questions, les réponses et tout ce que vous auriez besoin éventuellement. J'espère que ça t'a plu et que ça a répondu à tes attentes. Voilà. C'est une très très belle conférence. Merci beaucoup. Bon, Merci à tous les participants. Le live c'était s'arrête avec plaisir. ce soir. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je crois Ben, pas. j'en vois pas, moi, hein, tu vois. Donc, Euh, est-ce qu'il y aura un replay? Oui, tout à fait. D'accord. Très Pas bien. mis en Bon, bah, ligne c'est dès demain cool. matin.
Ah, ça fait plaisir. Très bien. Eh bien, écoute, voilà. Il n'y a pas de Vu qu'il n'y a pas de question, c'est qu'on a questions, c'est été, qu'en fait, on a on a été été trop très clair, bon, hein. ou alors les gens n'ont rien compris. Ah, Ah si, il on y a a une une petite question qui est question. arrivée. Quels sont les Critères de critères de choix pour choix l'achat d'un pour... scanner intraoral et imprimante. Ah, alors, critères de choix pour l'achat d'un scanner intraoral et imprimante. Bah, c'est une question qui est assez difficile. Je dirais que pour le choix d'un scanner intraoral, je pense que le travail de base, c'est de se poser la question de savoir en fait qu'est-ce qu'on souhaite faire aujourd'hui et qu'est-ce qu'on va vouloir faire demain. À partir de là, en fait, ben, déjà, ça va permettre d'écrémer un petit peu certaines caméras. Ben, si par exemple, on veut faire que des reconstructions complexes et complètes et par exemple faire travailler sur des flux d'analyse avec par exemple l'ortho analyzer ou des choses comme ça, ben, on faudra plutôt partir sur une Trios. Si on souhaite faire juste des petites empreintes cadrans, ben, en fait, quasiment toutes les caméras sont aujourd'hui à même de pouvoir permettre ce genre de choses. Je pense que c'est cette discussion-là qu'il faut avoir. Alors, pour l'imprimante 3D, ben, c'est un petit peu pareil. Ça va être assez dépendant. Je pense que Sam, là-dessus, tu vas pouvoir répondre, mais globalement, c'est une question aussi de besoin de vitesse et de volume d'impression. C'est ça. C'est les temps, ouais. C'est pas grosso modo les deux machines qui se démarquent pour le cabinet, ça reste la Nextdoor et la Formlab. Je crois qu'il y a quand même pas les petites imprimantes qui commencent à arriver, les petites Frozen, c'est je sais plus les noms, les petites imprimantes, les unicubiques. Mais le problème de ces imprimantes, c'est que c'est des imprimantes qui sont plutôt avec des technologies LED, je crois. C'est des résines qui sont ultra sensibles. Ça a les avantages, ça va très vite, mais c'est au niveau de la biocompatibilité. Je suis pas sûr que toutes ces résines soient Ouais, il y biocompatibles a pas, en à fait, mon c'est ça, sens. ouais. En fait, le problème aussi, il est là, hein, c'est que n'oubliez pas que du coup, en fait, on est responsable du produit, du dispositif médical qu'on met sur le marché, donc du truc qu'on imprime, un guide. Alors, si c'est que pour faire des modèles, oui, voilà. Après, il y a la Là, ça marche problématique très bien. de la stabilité dimensionnelle et tout ça, bon, voilà. Mais au-delà de Mm, ça, non, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans la bouche du patient? Est-ce que je mets quelque chose qui est certifié dans la bouche de mon patient? C'est le problème. Et alors, du coup, bah, je rebondis sur ça. Bah oui, effectivement, je pense qu'il faut bah, du coup se rapprocher de sociétés bah, comme Astem Digital qui, pour le coup, eux, en fait, ont une offre qui est pléthorique, hein. Ils n'ont pas qu'une seule marque, hein. Ils ont plein de marques, notamment Nextdoor, notamment Formlab, d'autres marques aussi d'imprimantes. En usinage, il y a du Livoclar, il y a du VHF, il y a du Roland, ouais. il y a plein de choses. Ils ont un beau Alors, catalogue. et ouais, il y a un grand catalogue. Donc, en fait, je pense qu'effectivement, il faut se rapprocher des gens de chez Astem pour avoir une étude, on va dire, idéale, en fait, des besoins en fait, du cabinet aujourd'hui et des besoins futurs pour pouvoir proposer, bah, du coup, une solution qui soit pérenne et que tout le monde soit content. Voilà. Alors, Alors, la question, c'est peut-on utiliser le Mojo pour des réhabilitations amovibles? Alors, amovible partielle, oui, sans problème. Globalement, on y arrive toujours. Amovible complète, oui aussi. Mais par contre, on est obligé d'utiliser des artifices de stabilisation de la fourchette mandibulaire. Alors, moi, les essais que j'ai pu faire pour le moment, en fait, c'est des duplicata de prothèses, comme on vous l'a montré avec Samuel tout à l'heure. Utiliser le duplicata de la prothèse et j'ai scanné la fourchette avec le système de clips pour le papillon qu'on vient fusionner en attachement sur ce duplicata de prothèse. Et à cette prothèse, on lui adjoint des vis d'ostéosynthèse, de transvissage dans la mandibule du patient pour stabiliser. Alors c'est vrai que c'est un petit peu plus intrusif, mais pour le coup, c'est un peu plus fonctionnel. Voilà, j'ai fini. C'est bon. Patricia, Samuel, Très bien. Bon, ben, on a été je crois très efficace. J'ai plus qu'à. on a été épatant. Je vous propose Très d'arrêter le bien. partage de mon écran. Ça veut Super. pas, C'est bon. c'est mais quitte. voilà. Et ben, merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt. Tu es toujours en live? Bah, je dis au revoir à tout le monde. En fait, parce que c'est moi qui ai la main pour quitter, mais j'y arrive pas.